Il y a deux écoles pour faire face aux défis climatiques. Il y a des gens qui disent que la technologie nous permettra de continuer à avoir une croissance, mais la technologie fera que cette croissance sera plus économe en carbone. Le réchauffement climatique, on le voit, rentre dans notre quotidien. On a la chance chez Hello Tomorrow d'avoir vu ces 6 dernières années des solutions qui adressent ces problématiques sous différents angles, que ce soit sur les solutions de captation de carbone qui sont un premier palliatif à ce sujet. Carbon Upcycling, par exemple, se propose de capturer le carbone dans des plastiques, des coatings et du béton demain par une solution en fait chimique. Et il y a une deuxième vision du monde qui dit non, en fait on n'aura pas assez de ressources si on continue à croître comme ça de toute façon et l'économie va s'arrêter. On nous propose un environnement qui n'est pas forcément super positif. En fait, le modèle dominant, c'est plutôt Black Mirror, avec des scénarios catastrophiques sur notre futur. On en a peur. Il faut bien sûr surtout proposer des nouveaux imaginaires collectifs où l'ensemble du collectif, entreprises, chercheurs, investisseurs, agissent dans la même direction. Première étape pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est de mettre un prix au CO2. À partir du moment où vous mettez un prix au dioxyde de carbone, mécaniquement, les agents s'ajusteront. Donc ça veut dire par exemple que les investisseurs, quand ils considéreront un projet, ils prendront en compte le coût du carbone produit ou au contraire économisé par ce projet. Et donc ils feront des choix en fonction de ce prix du carbone. Nous, on sent un vrai engouement au niveau des green tech. Pour vous donner un exemple, chiffre clé, nous chez Demeter, donc on est un investisseur pour la transition écologique. L'année dernière, 2019, on a reçu 1800 dossiers d'investissement de projets, de sociétés vertes. On a comblé le gap, en tout cas en Europe, sur le seed et les séries A, avant 10 millions. On manque de financement sur les séries B et en fait des tours de table plus forts pour ces technologies qui ont besoin de plus de cash pour développer leur modèle. Il faut absolument focaliser les fonds, orienter les fonds vers des solutions vertes et aussi vers des solutions grises pour les verdir. On a de plus en plus en fait, de fonds dédiés sur les green tech. On a maintenant un label qui s'appelle Greenfin qui permet de rassurer les investisseurs sur le fait que leur argent sera bien utilisé pour des solutions vertes. Nos propres investisseurs, donc institutionnels, publics et privés, nous demandent d'investir plus dans des solutions vertes et on sent que les consommateurs et les entreprises privées sont vraiment prêtes aujourd'hui à acheter des solutions plus vertes. Elles ne bougeront pas assez. On voit des nouvelles technologies, on voit des innovations qui permettent de réduire le volume de carbone. Mais ces innovations ne sont pas suffisantes pour résoudre le problème très important du réchauffement climatique. D'un côté, on a une population qui fait face à d'énormes problèmes de précarité, des problèmes d'isolation dans les campagnes, les problèmes de sécurité. Et on a un gouvernement qui leur dit nous on pense qu'on va augmenter vos impôts, donc on va rendre votre vie plus difficile en mettant un prix au carbone. Ça ne peut pas marcher. Il faut que la majorité des citoyens adhèrent au projet. Donc la première étape, c'est de bâtir dans notre pays, dans l'espace européen, une vraie volonté politique pour dire il nous faut lutter contre le changement climatique et il nous faut accepter collectivement d'en payer les coûts. Ensuite, quand vous mettez en œuvre un prix du carbone, vous allez générer des revenus pour l'État et vous pouvez avoir une politique redistributive, dire ces dizaines, ces centaines de milliards d'euros, on va les redistribuer en priorité aux plus défavorisés de la société. Et c'est ça qu'il faut bâtir, sinon on va toujours être à l'écume des choses, on va faire des petits démonstrateurs ici, on va faire des petites technologies par là, mais on ne va jamais arriver à résoudre ce problème très important pour notre collectivité, pour notre société, qui est le réchauffement climatique. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette 4e rencontre de notre cycle
sur la transition écologique. Vous avez pu voir à l'écran un petit film qu'on a réalisé à l'occasion de notre précédente rencontre qui a interrogé le modèle technologique pour réussir cette transition écologique. Vous pourrez d'ailleurs retrouver toute cette vidéo sur notre site internet. Alors, je suis Julien Villalon, je suis le directeur de Léonard et j'aurai la chance de modérer les échanges de ce soir. Alors, cet événement, il est retransmis en direct sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à le partager. Et pour y faire référence, pour réagir, pour poser dès à présent vos questions qui viendront alimenter nos échanges de tout à l'heure, vous pouvez utiliser le hashtag OpenLéonard qui doit s'afficher normalement quelque part derrière moi. Alors, depuis septembre 2019, nous explorons les transitions engagées et celles qu'il convient d'entreprendre pour relever l'ensemble des défis qui sont ceux imposés par l'impératif de la transition climatique. Alors on a beaucoup de tribunes, d'experts, un certain nombre de rapports qui multiplient le constat sur l'état précaire de nos écosystèmes, des écosystèmes naturels face au dérèglement climatique. Les manifestations de ce dérèglement climatique se multiplient et en parallèle, trame de fond, tendance puissante, les phénomènes de métropolisation se poursuivent à un rythme soutenu à travers le globe. Alors il est crucial pour nous d'être lucide sur l'impact de nos activités sur l'environnement et d'agir à tous les niveaux pour le réduire. Alors après avoir interrogé les notions de responsabilité collective des acteurs face à cet impératif du changement climatique, après avoir mis en avant le rôle des métropoles dans la résolution de ce problème environnemental, après avoir mis en débat le modèle technologique de la transition écologique, vous avez pu en voir quelques éléments à l'écran. Je vous propose ce soir de nous concentrer sur les enjeux des mobilités, au final en posant une question, une problématique à laquelle je vais inviter les intervenants de ce soir à réagir sur comment réussir à créer les conditions d'une mobilité bas carbone. Tout au long du XXe siècle, le développement économique de nos sociétés est allé de pair avec l'accélération des flux de mobilité, l'augmentation des déplacements. Les progrès techniques ont permis d'accélérer ces flux, l'adoption de ces flux à la fois de marchandises et de personnes. Ces évolutions, ces dynamiques sont indispensables, ont été vues comme indispensables à la croissance de nos économies, mais force est de constater que ces augmentations ont été responsables de nombreuses externalités négatives, au premier rang desquelles, bien sûr, les émissions de CO2. Alors, le seul secteur des transports en Europe est responsable du quart des émissions de CO2. C'est aussi le seul depuis 1990 à ne pas avoir réduit ses émissions de gaz à effet de serre, alors que d'ici à 2050, en Europe, pour réussir la transition que nous appelons tous de nos voeux, il va nous falloir être capable d'effacer 90% de ces émissions pour réussir une nouvelle fois cette transition. Constructeurs, collectivités, gestionnaires de flottes d'infrastructures, usagers, comment au final apporter une réponse efficace et collective à ce défi? Quelle perspective la transition énergétique peut-elle offrir aux différentes formes de mobilité? Comment financer
ces mutations nécessaires à la réduction de l'empreinte carbone et quels nouveaux usages se dessinent. C'est autour de ces questions que je vous propose d'organiser nos échanges de ce soir. Alors nous aurons 4 spécialistes de leur sujet ce soir pour discuter entre eux, nous apporter des éclairages sur cette dynamique pour aussi répondre à votre question. Alors la première, c'est Amandine Richard-Crambe de la Fabrique des Mobilités qui est en train d'arriver. Elle a eu un souci de métro, voilà, de mobilité ce soir. Et par contre, nous avons les 3 autres intervenants. Alors le premier, je vais vous les présenter chacun les uns après les autres. Benjamin Tech, bonsoir. Vous êtes le membre fondateur de WeShare, qui est un accélérateur d'idées et de projets dédié à l'émergence, on va dire, d'une société collaborative. WeShare, on peut dire ça comme ça? Ok, bon, ça date un petit peu, mais vous avez surtout récemment fondé le Good Tech Lab, et c'est à ce titre que vous intervenez ce soir. Pendant 1 an et demi, vous avez sillonné le monde, on va dire, à la recherche de solutions qui permettent de répondre aux 17, si je les compte bien, objectifs du développement durable. Vous nous en direz plus. Et du coup, je vous renvoie tous collectivement vers ce rapport qui est en consultation libre, je pense, sur le site du Good Tech Lab. Et vous nous ferez un éclairage plus spécifique tout à l'heure sur les sujets de mobilité. Deuxième intervenant qui est présent ce soir, Blaise Rapport, bonsoir. Alors vous êtes directeur général d'Escota et directeur général adjoint de Vinci Autoroute, si je ne me trompe pas. Vous avez exercé différentes fonctions au sein de structures publiques, la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, la commission de régulation de l'énergie et auprès du ministre de l'économie et des finances avant de rejoindre le groupe Vinci en 2015. Et vous nous donnerez à voir ce qu'un opérateur comme Vinci Autoroute peut proposer sur ces sujets. Dernier intervenant, Camille Combe, bonsoir. Vous êtes chargé de mission au sein de la Fabrique de la Cité depuis 2016 et vous travaillez sur différents projets en lien avec la mobilité et le numérique et vous vous intéressez particulièrement au rôle des acteurs de l'innovation et des nouvelles technologies dans les villes ainsi qu'aussi aux impacts de la donnée sur les différentes dynamiques urbaines. Et sur ces sujets, je vous renvoie vers votre rapport pour en finir avec la fin de la congestion urbaine. Alors il y a un petit jeu pour le comprendre. Je vous invite à aller télécharger ce rapport sur le site de la Fabrique de la Cité. Bienvenue. Et nous accueillerons tout à l'heure Amandine Richaud-Crambe, qui est la directrice générale de la Fabrique des Mobilités, qui est un think tank sur les sujets des mobilités, qui rassemble l'ADEME, l'Agence française de développement et un certain nombre d'acteurs de la mobilité. Et elle nous dira quelques mots sur sa vision depuis la Fabrique de la Mobilité et depuis l'ADEME sur ces sujets. Alors on va commencer avec vous, du coup. Benjamin, je pense que vous avez une présentation, vous avez un micro juste là, et pour nous dire un petit peu ce que vous avez pu voir comme technologie émergente, elles vont s'afficher normalement là-dessus, vous faites comme vous voulez, sur ces technologies émergentes qui peuvent apporter des solutions d'accélération à la transition sur ces sujets de mobilité. Je pense qu'il faut avancer de quelques slides et je vous laisse avec ça. Super. Est-ce que mon micro fonctionne? Je prends celui-là. Super. Bonsoir à tous. Ravi d'être avec vous ce soir. Donc effectivement, je fais partie, j'ai compris une structure qui s'appelle Good Tech Lab. On étudie comment les technologies peuvent apporter une partie des réponses aux grands défis mondiaux, notamment de plus en plus les sujets autour du climat, de la transition écologique. On a écrit un rapport, comme l'expliquait Julien. On travaille en ce moment avec Léonard justement pour un document qui va sortir très bientôt, qui analyse un petit peu les tendances sur les métiers de Vinci, donc énergie, construction, mobilité, et comment on peut décarboner à grande échelle et attaquer ces enjeux environnementaux. Peut-être avant de rentrer dans cet aperçu sur les sujets mobilité, juste pour avoir une idée de qui est dans la salle, qui ici fait partie du groupe Vinci dans la salle? Vous pouvez lever la main? Ok. Et les autres, ouais, c'est à peu près un tiers. Les autres, qui est entrepreneur, start-up, qui est autre grand groupe, autre que Vinci. Ok. Acteur public.
Et qu'est-ce que j'ai oublié? Investisseur peut-être? Financeur? Ou simple curieux peut-être? Non. Ah, il y a des curieux quand même. Très bien. J'ai peut-être oublié des catégories, hein. Excusez-moi, chercheur ou autre. Très bien. Je vais faire bon, j'ai 10-15 minutes à peu près, je vais faire un tour qui sera forcément rapide et panoramique. Je ne vais pas non plus trop empiéter sur la conversation et donner l'impression que la technologie à elle seule peut tout résoudre dans la mobilité, c'est pas du tout l'opinion. Je vais structurer peut-être en 3 parties, une sur un petit peu ce qu'on voit dans la ville, qui est peut-être les sujets qui sont le plus proches de certains d'entre vous ici, un deuxième plutôt sur le longue distance et un troisième sur les technologies qui sous-tendent une partie de tout ça, notamment autour des batteries, etc. Donc, alors là, c'est un petit peu enfoncer une porte ouverte, mais dans le domaine des services de mobilité, il y a un sujet dont on ne parle pas beaucoup parce que c'est finalement un peu bateau, mais finalement le déploiement à très grande échelle et très rapide des bus électriques, ça peut vraiment avoir un impact assez considérable. On en voit quelques-uns ici en France. Je roule à l'électrique, je roule à l'hydrogène. Pour donner quelques chiffres, en Chine, vous avez à peu près en moyenne presque 10 000 bus électriques qui sont déployés toutes les 5 semaines. Et c'est l'équivalent d'une flotte d'une ville comme Londres à peu près qui est déployée toutes les 5 semaines à peu près. Et c'est essentiellement une entreprise qui est derrière ça, qui s'appelle BYD, qui est le Tesla chinois, qui est maintenant un petit peu plus haut. Autre sujet pareil, je ne vais pas rester très longtemps, les scooters électriques, je pense que beaucoup ici ont déjà essayé un City Scoot ou autre, on connaît, c'est un modèle qui se développe vraiment beaucoup, notamment avec l'usage, on va dire, en libre service. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certains acteurs qui développent des modèles avec des batteries qu'on peut échanger, batteries swapables, notamment pour les villes de très grande taille, notamment en Asie, par exemple en Inde, en Taïwan, etc., des boîtes comme Gogoro, Aether, et qui permettent justement de ne pas avoir à avoir un véhicule à l'arrêt pendant toute la journée. La question je me rends compte que sur cette version des slides, j'ai pas mis le sous-titre de ce qu'est MaaS, mais le MaaS, ça veut dire Mobility as a Service, désolé pour les acronymes, c'est un terme qui s'impose un peu dans la mobilité. C'est un sujet un peu controversé quand on parle de mobilité durable, parce que c'est un sujet qui a émergé avec l'arrivée des systèmes de VTC, de vélo partage, etc. Et notamment, si on prend le cas du VTC, l'impact, les Uber, etc., l'impact environnemental, il n'est pas du tout évident, puisqu'on va au contraire déporter une partie du trafic du transport public vers les voitures, avec toutes les questions de trafic, d'émissions supplémentaires que ça peut induire. Par contre, ce qu'on peut regarder, c'est ce qui peut se passer dans l'étape d'après. Et notamment, il y a quelques acteurs qui proposent une évolution du MaaS dans laquelle on va donner la primauté à l'intégration modale entre le transport public, les mobilités douces, que ce soit le vélo, les scooters électriques, etc. Donc Wim, par exemple, qui fait ça en Finlande, et qui vous avez un abonnement illimité, où vous avez le transport public illimité, vous avez une version à moindre coût pour prendre tous les services de vélo partage, autopartage électrique, etc. Et une étape qui est peut-être encore après, et qui est plus prospective, c'est quelle est la place du véhicule électrique autonome dans ce système agrégé de mobilité partagée. Finalement, ce serait peut-être le seul véritable usage du véhicule autonome qui aurait un vrai impact climatique potentiel, parce qu'en soi, c'est relativement neutre comme technologie sur le plan environnemental. Mais par contre, il y a des études, notamment au niveau de l'OCDE, qui prévoient que de façon un peu plus prospective, si on arrive à déployer massivement un MaaS avec du véhicule électrique autonome dans les villes, on a un potentiel de diviser par 10 le nombre de véhicules dans les villes aujourd'hui. Mais en attendant ces cas prospectifs, on a quelques usages intéressants sur le véhicule autonome, sur lequel je passe rapidement parce que pour certains vous les connaissez déjà, les navettes autonomes type EasyMile, peut-être plus récent la logistique autonome type une boîte qui s'appelle Einride qui fabrique ces camions que vous voyez là sur lesquels vous avez des modules que vous pouvez interchanger en fonction du type de transport et de cargo que vous avez et qui fonctionnent en flotte, qui aujourd'hui sont autorisés sur les routes, même à côté des véhicules normaux en Suède, mais à une vitesse de 5 à 10 km/h, donc c'est des vitesses relativement limitées aujourd'hui. Autre sujet, pareil, qui paraît bateau, mais qui en fait a un impact énorme, qui est l'électrification progressive des camions sur la longue distance. Vous avez beaucoup d'acteurs, des acteurs établis, Daimler, Volvo, etc., et des nouveaux acteurs, je pense que Tesla, on ne peut pas dire que c'est un nouvel acteur, mais comme Xos ou Nikola, etc., qui développent ce type de véhicule. Ça va arriver dans la première moitié des années 2020 sur les routes. Rivian, ils ont prévendu 100 000 véhicules à Amazon, par exemple, pour faire des véhicules de livraison électriques. Donc ça va arriver relativement vite.
Un autre sujet où pareil, on ne pense pas forcément immédiatement en France parce qu'on a la chance d'avoir un mix électrique qui est très faiblement carboné, enfin presque pas carboné. Et du coup, le train, par défaut, c'est un mode de transport qui n'est pas carboné. Mais dans la plupart des autres régions, le train, il fonctionne en partie au diesel, ou s'il fonctionne à l'électrique, il est sur un mix peu carboné. Donc en fait, le train à hydrogène, c'est aussi un moyen de décarboner ce mode de transport. Et on a une ligne qui a ouvert il y a 2 ans en Allemagne avec des rames Alstom fonctionnant à l'hydrogène avec des piles à combustible. C'est plus adapté sur le régional et les moyennes distances que sur le train à très grande vitesse parce que c'est pas la même puissance qui est nécessaire. Mais c'est néanmoins très intéressant. Il faut noter quand même, hein, pour ceux qui notent un peu ce genre de choses, que si vous convertissez l'électricité en hydrogène avec un processus d'électrolyse et qu'ensuite vous le reconvertissez dans la pile à combustible, vous avez une efficacité de 30% à peu près. C'est beaucoup moins que ce que vous avez si vous mettez des caténaires électriques directement. Par contre, vous faites l'économie de l'investissement justement dans les caténaires qui coûtent à peu près 2 millions par kilomètre grosso modo. Donc pour déployer des nouvelles infrastructures ferroviaires, c'est pas inintéressant. Un autre sujet dont il y a quelques années encore, on se disait c'est de la science-fiction, on va jamais y arriver, ce qui est l'aviation électrique. Alors, je ne vous parle pas de longue distance, mais sur les courtes distances, il y a un nombre d'entreprises assez important qui s'attaquent à ce sujet. Généralement, c'est sur des véhicules de 10 à 20 places, sur des distances de 400 à 800 km à peu près, et qui prévoient une arrivée sur le marché d'ici 2025, grosso modo. Mais j'ai vu une annonce il y a 2 jours de Wright, qui est une boîte américaine, qui ont annoncé un véhicule de 180 places, qui m'a un peu surpris. J'avoue que c'est tout récent, j'ai pas eu le temps de creuser en détail. Ils ont un partenariat avec EasyJet, et donc pareil, ça va arriver dans cette décennie. Après, voilà, il y a tous les bilans carbone, cycle de vie à faire, etc., pour voir est-ce que les batteries vont tenir, etc. Mais c'est une tendance sur les vols courte distance, en tout cas, qui n'est pas totalement inintéressante. Et puis peut-être pour finir, et cette partie-là est peut-être un peu plus technique et un peu plus longue, sur la couche technique qui sous-tend une partie de tout ça, notamment les batteries qui est dans l'électrification et un peu le nerf de la guerre. Alors aujourd'hui, la technologie des batteries au lithium-ion a vraiment passé à l'échelle. On a des ouvertures d'usines, de gigafactories qui n'en finissent plus. Tesla a été parmi les premiers, dont on parlait en tout cas, hein, parce qu'il y avait LG et autres, etc. En Europe, vous avez 3 consortiums constructeurs, fabricants de batteries qui sont en train de se former et de postuler pour les projets d'Airbus de la batterie, etc., pour implanter des usines. Northvolt, qui est suédois, mise beaucoup sur le fait de son implantation en Suède et donc de fabriquer des batteries dont le bilan environnemental est beaucoup plus faible parce qu'ils ont aussi un mix très peu carboné, par exemple. Mais de manière générale, les batteries au lithium lithium-ion ont un certain nombre de défauts. Effectivement, une durée de vie relativement faible, c'est difficile à recycler, vous avez un problème de la disponibilité de la matière lithium au début, des problèmes de durabilité, etc. Et puis aussi de densité énergétique sur laquelle on peut améliorer. Donc il y a plusieurs voies pour envisager pour dépasser ces contraintes. La première, c'est d'améliorer la technologie lithium-ion. Donc vous avez pas mal de boîtes qui vont travailler sur des nouveaux matériaux pour les électrodes des batteries, pour augmenter leur densité énergétique, voire remplacer des matériaux qui sont comme le cobalt par exemple, dont l'approvisionnement est problématique, par des matériaux comme le soufre qui sont plus faciles plus durables, on va dire, à intégrer dans ce genre de batterie. Dans ces boîtes-là, vous avez Sila par exemple, qui est des rares licornes dans les domaines de l'énergie et des clean tech, qui sont valorisés plus d'1 milliard, qui vont arriver avec leurs produits très prochainement. Eux, ils mettent du silicone à la place de l'anode de graphite. Et ce qu'ils ont fait d'intéressant, c'est qu'ils ont un nanomatériau qui permet de maintenir les atomes de silicone, parce que de manière générale, les anodes avec du silicone ont tendance à pas être stables. Et donc eux, ils ont une technologie qui permet de faire ça de façon différente. Et puis après, une autre étape un peu plus loin, vous allez avoir les batteries à état solide, solid state batteries, qui auront l'avantage notable d'être beaucoup plus sécurisées, de ne pas exploser, parce que vous avez encore quelques problèmes de batteries qui s'enflamment et qui explosent, et puis d'avoir une densité énergétique beaucoup plus forte sur les longues distances. Et après, l'autre voie, c'est d'imaginer autre chose que les batteries au lithium. Donc vous avez par exemple les batteries au sodium, qui pendant très longtemps ont été très expérimentales et avaient des performances moindres que les batteries au lithium. Mais vous avez ici notamment une boîte française qui s'appelle Tiamat, qui est en train de développer une technologie de batterie au sodium et qui est un spin-off je ne vais pas dire bêtise, CNRS ou CNRS je crois, qui est très intéressante.
Et encore une autre piste, c'est de combiner des batteries, que ce soit d'ailleurs lithium ou autre technologie, avec des supercondensateurs. Alors c'est pas nouveau, ça se faisait déjà notamment sur les trains et sur les bus pour récupérer l'énergie du freinage. Mais aujourd'hui, vous pouvez envisager de le faire sur des véhicules électriques aussi, donc que ce soit des deux roues ou des véhicules normaux. Et notamment en mobilité urbaine, où vous avez beaucoup d'arrêts, stop, enfin arrêt, freinage, etc., de récupérer l'énergie à chaque fois pour augmenter la durée de vie des batteries. Alors vous avez après toute l'infrastructure de recharge qui est associée. Je ne vais pas rentrer dans le détail des technologies, mais aujourd'hui la question pour étendre la distance où vous pouvez rouler, au-delà de la recharge à domicile ou au bureau, vous avez besoin de stations de recharge très rapides. Donc vous avez beaucoup d'entreprises qui s'engouffrent là-dessus, qui font des technologies qui permettent de charger en 30 minutes par exemple, voire moins, dont certaines ont des modèles intéressants justement pour financés par la publicité, justement pour permettre de la recharge gratuite. Donc ça c'est Volta. Il y a quelques enjeux quand même sur la recharge rapide, c'est que ça tend à dégrader plus rapidement la durée de vie de la batterie. Donc il y a un enjeu à la fois pour développer des batteries qui ne se dégradent pas ou pour développer des technologies de recharge rapide qui ne vont pas dégrader la batterie plus rapidement. Pardon. Vous avez aussi le véhicule to grid qui permet d'ajouter des revenus complémentaires pour les gestionnaires de stations. Donc l'idée c'est que les véhicules vont pouvoir servir de stockage temporaire pour balancer le réseau électrique. Et puis une technologie sur laquelle je ne vais pas forcément parler, parce que je sais que Vinci Autoroute nous en parlera peut-être après, qui est les projets de recharge dynamique, où l'idée c'est qu'on va utiliser la route pour charger le véhicule pendant qu'il roule, pour compenser les autonomies plus faibles de certaines batteries. Alors, pendant très longtemps, on a toujours un peu cette compétition, concurrence entre le véhicule à hydrogène et électrique. Aujourd'hui, sur les courtes distances, il semble quand même que la batterie a quand même relativement gagné. Par contre, il y a tout un tas d'usages sur la longue distance, sur les véhicules lourds, que ce soit des camions, des bus, des trains, voire des avions, où on a, que ce soit sur les piles à combustible ou de l'hydrogène comme carburant, on a vraiment des cas d'usage très intéressants. Et vous avez même des acteurs qui ont des approches un peu contre-intuitives, qui n'utilisent pas des piles à combustible, notamment high-tech par exemple. Eux, ils utilisent des flottes de camions déjà existantes, et ils vendent un kit aux opérateurs de flottes de camions pour en fait injecter de l'hydrogène dans le moteur diesel de manière à augmenter l'efficacité énergétique du véhicule et diminuer les émissions de particules et de CO2 d'un camion à diesel classique. Alors, sur l'hydrogène, il y a un sujet dont on parle peut-être un peu moins, on en parle un peu quand vous suivez le sujet, mais qui est comment on produit l'hydrogène. Aujourd'hui, il faut savoir que 95% de l'hydrogène qui est produit provient de la réformation du méthane ou à partir utilise soit du charbon, soit du gaz naturel. Donc c'est en fait très très carboné. Les 5% restants sont essentiellement l'électrolyse. Et vous avez aujourd'hui un vrai enjeu qui est d'arriver à développer des technologies, des procédés qui sont compétitifs sur le plan économique pour pouvoir fabriquer de l'hydrogène propre et décarboné. Donc soit avec de la gasification de biomasse, soit avec des matériaux d'électrolyse plus performants, soit, et alors ça c'est vraiment aujourd'hui de la science-fiction dans les labos de recherche, reproduire le processus de la photosynthèse pour reproduire de l'hydrogène à partir du soleil et de l'eau directement. Et ça, je crois que ça va être ma dernière ou avant-dernière partie. Peut-être en complément de l'hydrogène, il y a eu un gros enthousiasme, et on va en parler un petit peu dans l'Emerging Trends 5, puis qui a un peu un focus sur ce renouveau des clean tech. Dans la première vague des clean tech, beaucoup de monde s'était excité sur les biocarburants. Ça faisait partie, avec les couches minces solaires, des sujets sur lesquels il y a eu beaucoup d'argent investi et beaucoup d'argent perdu, parce que en fait, ça n'a pas vraiment marché, pas vraiment décollé. Ça n'a pas été, pour plusieurs raisons. Les biocarburants de première génération avaient tout un tas de problèmes environnementaux, de concurrence avec les cultures vivrières, d'impact sur la biodiversité. Et les biocarburants de deuxième génération, à partir de déchets agricoles, en fait, n'étaient pas du tout compétitifs sur le plan de l'efficacité économique et autres. Mais aujourd'hui, on voit une nouvelle vague un petit peu qui arrive, alors qui ont des approches un peu différentes. Par exemple, d'utiliser les déchets produits au niveau urbain. Donc, par exemple, une boîte comme Enercam, ils vont récupérer les déchets solides, la biomasse en suspension dans les eaux des égouts, par exemple, qui vont retraiter, et ils vont utiliser ça pour fabriquer du bioéthanol à partir de ça.
Et voilà, vous avez des sujets plus prospectifs aussi sur des microalgues génétiquement modifiées qui seraient capables d'augmenter le rendement de ce qui avait été imaginé il y a 10 ans. Mais là, on est encore un peu prospectif là-dessus. Et un autre sujet qui, là, prend vraiment beaucoup d'ampleur et sur lequel il y a beaucoup d'investissements en ce moment, c'est les carburants synthétiques produits à partir d'émissions de gaz à effet de serre capturés. Donc là, l'idée, vous avez 2 processus principaux, mais dans les 2 cas, vous allez avoir une source de carbone capturée qui est soit de la capture dans l'air ambiant direct, vous avez déjà vu ces images avec ces aspirateurs à CO2 ou autres, soit vous allez récupérer des gaz d'échappement d'usines sidérurgiques, de centrales fossiles, de sites industriels qui ont tendance à émettre beaucoup de fumée carbonée. Et vous avez 2 types de procédés. Un premier qui est d'utiliser de l'électricité et de l'eau et de le produire par un processus électrochimique qui est similaire qui utilise en fait une électrolyse pour réduire le CO2. En fait, c'est comme la combustion, mais dans l'autre sens, pour faire simple. Et donc, vous avez 2 boîtes notamment qui avancent pas mal là-dessus, dans laquelle Bill Gates a investi dans les 2. Enfin, celle de droite sûre, celle de gauche, je suis plus sûr. Et après, vous avez des procédés qui vont utiliser de la biotechnologie. Donc, vous connaissez peut-être le processus de fermentation, qui est ce qu'on utilise pour faire de la bière, par exemple. La fermentation, d'habitude, c'est plutôt sur des liquides ou des solides. Là, l'idée, c'est de faire de la fermentation sur un gaz. Donc, vous avez des microbes qui vont pousser sur le gaz, et qui vont produire le bioéthanol directement à partir des gaz échappants. Donc là, c'est LanzaTech, c'est une très belle boîte néo-zélandaise américaine qui a fait un vol test avec Virgin Atlantic, où ils ont mélangé leur biométhanol avec du kérosène et ils ont réussi à réduire de 70% les émissions sur un vol à partir de ce carburant. Voilà, donc c'est un petit tour d'horizon forcément rapide. J'ai dû passer vite sur certains sujets. Je ne voulais pas trop monopoliser la parole. Je voulais juste dire, si ce genre de sujet vous intéresse, pendant Hello Tomorrow, dont d'ailleurs Léonard est également partenaire, il y a la Deep Tech Week et le 11 mars, on organise un événement. On va parler un peu de ce type de technologie dans la mobilité et aussi dans d'autres sujets. Merci beaucoup. Merci Benjamin, on peut vous applaudir. Je vous rejoins avec Amandine qui a rattrapé son retard de mobilité. Oui. Bonsoir et pardon pour ce retard. J'ai eu des problèmes de mobilité justement avec le métro. Okay. J'en profite avant de revenir vers vous, Amandine, pour préciser que le travail qui a été présenté par Benjamin fait partie d'un travail un peu plus large sur les sujets des climate tech, des green tech, je ne sais plus comment les appeler, donc il faudra qu'on trouve un nom peut-être pour identifier ce renouveau de ces solutions technologiques dont vous avez pu nous présenter un aperçu sur les sujets de mobilité et qui viendra aussi alimenter nos rencontres sur la construction et l'énergie qui ont lieu au mois de mars. Alors je reviens vers vous, Amandine Richaud-Crambe. J'ai eu l'occasion de vous présenter tout à l'heure comme la directrice générale de la Fabrique des mobilités. Alors peut-être avant de regarder le sujet de ce soir, nous dire quelques mots sur cette Fabrique des mobilités. Alors, déjà, est-ce que dans la salle, qui connaît la Fabrique des mobilités ? Un peu de pédagogie s'impose. Voilà, donc effectivement, c'est pas quelque chose d'évident. La Fabrique des mobilités, à l'origine, c'est une émanation de l'ADEME où on a fait le pari de travailler différemment sur la mobilité, sur le changement de paradigme de la mobilité, avec Gabriel Plassa, notamment, qui est notre explorateur en chef. Et donc, on est passé en association indépendante, une structure qui a pour objet de faire changer le paradigme des mobilités grâce à l'open source, grâce à la création de communs et grâce à l'écosystème que l'on a, qui est un écosystème qui est très large parce qu'on est persuadé qu'ensemble, on fait mieux, on va plus vite et on va plus loin. Et donc un écosystème qui, à la fois, il y a des grands groupes, des grandes boîtes, Vinci en fait partie, il y a aussi de l'État, il y a aussi des territoires, des collectivités, des startups, des personnes en leur nom propre et des écoles, des laboratoires de recherche, etc. Donc c'est vraiment un écosystème très large qui prend toutes les parties prenantes en fait de la mobilité et toujours avec vraiment, on est persuadé en fait qu'il existe un modèle européen à créer aujourd'hui autour des mobilités et que ça passera par l'open source, les communs et la force des écosystèmes.
Alors du coup, avec cette force d'écosystème, on citait tout à l'heure les quelques chiffres que représente le transport, 38% des gaz à effet de serre, 80% de ces émissions, c'est le transport routier. Depuis votre fenêtre, est-ce que vous pouvez nous aider à étayer ce constat, peut-être, après la démonstration plus technologique de Benjamin, et puis nous pointer les gisements potentiels d'optimisation et d'amélioration de cette facture carbone des mobilités? Alors, il y a deux choses. Effectivement, ce constat est réel. Pourquoi? Car aujourd'hui, dans les choix qui sont faits, en tout cas, et les choix d'aménagement qui ont été faits en France, c'est surtout la voiture individuelle et le transport routier qui a été priorisé. On peut voir, maintenant ça a été détruit, mais il y a encore une trentaine d'années à Marseille, on a construit des autoroutes qui arrivaient jusqu'en centre-ville. Donc pour dire à quel point le choix du transport en commun, et c'était vraiment le tout voiture. Et on est d'ailleurs sur des villes aujourd'hui qui ont été construites autour du tout voiture. Et le mitage de toujours aller plus loin, donc c'est-à-dire de l'étalement urbain qui en fait augmente ses déplacements quotidiens pour le travail, mais en plus le font avec ce qu'on a pu faire le choix de la prime du diesel. Pendant des années, on a favorisé l'industrie du diesel alors qu'on savait que c'était plus polluant. Et maintenant, voilà, on fait un peu marche arrière. C'est toute une question aussi de choix de politique d'aménagement et d'aide des mobilités qui n'a pas forcément été la plus pertinente. Il y a cette première chose-là donc, qui explique ces chiffres qui sont réels. On n'a pas la chance, en tout cas en périphérie, en région, d'avoir autant de transports en commun qu'on peut avoir à Paris. Et de plus, il faut avoir aussi en tête qu'il y a de moins en moins de moyens dans les collectivités pour permettre justement de mettre en place ces possibilités de parcours, en tout cas, ou de mobilité alternative. Première chose. Deuxième chose, c'est lié, on parlait, quelles peuvent être des solutions. Donc on a eu une très bonne exposition et en explication, en tout cas, sur toutes les énergies. Mais moi, j'ai envie de dire que finalement, les énergies, c'est pas le problème. C'est pas le choix des énergies le problème, c'est ce qui vient après. On sait faire des véhicules efficaces, on sait faire des technologies efficaces, mais on est passé en fait sur des véhicules de plus en plus légers, de plus en plus lourds, gros et complexes, qui de fait augmentent la consommation énergétique. Or, vraiment, il y a des choses qui sont possibles et qui seraient une solution alternative que j'appelle, qui existe déjà, c'est les voitures légères, les véhicules légers en open source, qui sont réparables, qui sont de fait moins consommateurs, sur de l'électrique ou autre. Et ça existe déjà. Je vais vous prendre l'exemple chinois. Vous pouvez avoir un véhicule électrique très performant, avec des durées de vie, en plus rechargeables et simples, avec du low-tech, de la technologie très légère, qui permet de remplacer facilement tout ça pour seulement 1 000 €. C'est un peu ce que j'appelle la voiture des gilets jaunes, en fait. Puisque c'est ça aussi. C'est comment on arrive à permettre des choses alternatives. Pour ça, ce que je disais sur mon troisième point, ce que je disais également, c'est que sur le choix, en tout cas, de tout ce qu'il peut y avoir au niveau de l'aménagement du territoire, il faut qu'on réapprenne, en fait, à réduire la mobilité. C'est la course aujourd'hui à toutes les mobilités. C'est la course à la technologie des mobilités. C'est vraiment sur les micro-mobilités, sur les énergies, sur les gros véhicules, sur le train, sur le fret, sur n'importe quoi. Sauf qu'à quel moment on réfléchit à faire en sorte que les gens aient moins besoin de se déplacer ? C'est ce qu'on appelle aussi de notre fenêtre de la démobilité. Et ce qui permettrait en fait de réaménager le territoire, de refaire de la reliance, du maillage territorial, toute une réflexion
où les gens partent du serviciel. C'est comment on pourrait faire des hubs de services pour aider la démobilité par l'aménagement, et où en tout cas les personnes pourraient avoir du coup une solution alternative, c'est-à-dire sur du 20 km, parce qu'au lieu de faire les 40 km quotidiens qui est la moyenne française environ pour aller travailler, entre 40 et 50 km, pas sur un aller-retour, hein, juste sur un aller, donc ça a un coût très énorme et donc de fait un coût carbone très fort, de réduire ces distances-là. Et donc sur les 20 km, eh ben, il y a toutes ces mobilités alternatives, que ce soit sur le vélo, sur ces véhicules légers, etc. Et surtout réparables. Et ce changement de paradigme, plutôt que de faire la course à la mobilité et à toujours essayer d'inventer des technologies, parce que vous pouvez inventer les meilleures technologies du monde. Ça a été dit, hein, on a voulu partir sur les biocarburants, etc. À un moment donné, si l'usager, les usagers, les usagères ne sont pas en capacité de savoir bien les utiliser, de changer leur façon de réfléchir et de se déplacer, ben, ça ne servira absolument à rien. Alors, pour rebondir sur ça, est-ce que du coup vous considérez que pour réduire l'impact carbone de nos mobilités, l'une des solutions, ou la solution principale, c'est de réduire le trafic, c'est de réduire nos déplacements? C'est un peu ça que vous essayez de... C'est dans cette voie que vous considérez qu'il faut se déplacer? Oui, moi je pense qu'en fait on ne peut pas parler de mobilité comme un objet simple. Déjà, avant on parlait de transport. Là, clairement, on fait la course au transport, ce n'est pas de la course aux mobilités. La mobilité, ça se réfléchit d'une façon systémique. Et ça se réfléchit dans une façon de comment on aménage le territoire. Et quels services on rend. Et quels services les gens ont besoin pour permettre justement de réduire cela. Et donc ça peut se faire par ces questions. Alors moi j'emploie le terme de démobilité parce que c'est un terme qui marche bien et qui est, on va dire, lié au principe de la décroissance. Mais démobilité ne veut pas dire enlever la liberté de se déplacer. C'est juste permettre de se déplacer moins et autrement avec des mobilités alternatives. Donc oui, réduire le trafic routier, mais en permettant de faire des aménagements, des reliances de territoire, d'arrêter de faire aussi des grandes DSP ou des grands travaux d'infrastructure pour des bus ou des travaux. J'ai un exemple, je vais faire du name dropping, je suis désolée, mais sur l'agglo du Pays Basque, autour de Bayonne, Anglet, Biarritz, ça fait 10 ans qu'ils font des travaux pour un trambus qui a coûté je ne sais pas combien, qui est encore moins efficace que les bus avant en termes de temps. On ne parle pas de distance, on parle de termes de temps. Et c'est parce qu'aujourd'hui, il y a aussi le choix de la légèreté d'infrastructure et le choix de la légèreté de ce qu'on va mettre et le coût qu'il y a derrière, puisqu'on ne peut plus, les collectivités ne peuvent plus supporter comme avant des coûts de DSP énormes sur des dizaines d'années qui ne correspondent pas aux usages. Alors, merci pour cette intervention. Peut-être à ma droite, une réaction aussi sur ces sujets d'un opérateur qui est un opérateur d'infrastructure aussi, qui porte ces sujets. Je vous ai présenté tout à l'heure, vous êtes directeur général adjoint de Vinci Autoroute, Blaise Rapior. Alors, les déplacements sur autoroute, c'est 20% des émissions de CO2 du secteur des transports. Vous avez annoncé en novembre dernier avec la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, j'essaie de ne pas écorcher le nouveau nom de cette région, un partenariat en faveur d'une autoroute bas carbone. Alors c'est peut-être contradictoire dans la tête de certains, autoroute bas carbone. Vous pouvez peut-être nous dire ce que vous avez mis derrière ce projet de partenariat avec la région Sud. Je crois que vous avez quelques slides aussi de présentation. On va peut-être prendre la petite télécommande. Hop. Et j'ai un micro qui marche. Merci. Alors, voilà. Bonsoir à tous déjà. Merci de cette occasion, Julien, de prendre la parole ici. Et, alors, moi, je suis plutôt un opérationnel. Je suis dans une entreprise privée délégataire de services publics. Donc, on fait. Donc, nos horizons de temps, ils sont plus courts. Quoique, dans le domaine des... L'infrastructure, on s'inscrit globalement dans le temps long par rapport à d'autres entreprises, mais on
On ne met pas aujourd'hui en œuvre des technologies qui sont des technologies de la rupture de demain. On les mettra en œuvre, je l'espère, demain. Donc effectivement, les questions de recharge dynamique, on s'y intéresse, mais on n'est pas encore à la mise en œuvre. Là, on est sur des sujets qu'on estime être proches de la mise en œuvre avec des exemples qui existent déjà. Et on souhaite faire du concret. Alors comme tu le disais, Julien, donc les émissions de CO2 en transport, c'est à peu près 135 millions de tonnes équivalent CO2 en France. C'est à peu près un tiers de nos émissions. C'est un peu plus que la proportion européenne que tu évoquais tout à l'heure, parce que comme on est plutôt bon par ailleurs sur le carbone, on l'est en relatif moins bien sur les questions de déplacement. Et le réseau Vinci, les émissions sur le réseau Vinci Autoroute, c'est à peu près 10% des émissions du secteur du transport en France. Comme on représente à peu près la moitié des autoroutes en France, donc on se dit que les émissions sur autoroute, c'est à peu près 20% des émissions françaises. Alors on a un défi colossal face à nous, parce qu'aujourd'hui on est à peu près, comme je disais, à 135 millions de tonnes, et l'objectif en 2050, c'est 4. Donc ça veut dire qu'en gros, il faut qu'on supprime les émissions du transport. Alors nous, on a 2 axes sur lesquels on travaille pour y parvenir, et surtout pour commencer à faire. Le premier, c'est tout ce qui est mobilité électrique et hydrogène, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Et le deuxième axe, c'est densifier l'usage de la route, et donc la mobilité partagée. Alors d'une part, donc les 2 technologies qui émergent dans la mobilité propre, c'est l'électrique et l'hydrogène. Donc il y a le sujet de l'équipement du réseau autoroutier en infrastructure de recharge, comme c'était évoqué tout à l'heure par le premier intervenant. Et il y a un deuxième axe qui est celui des mobilités partagées. Comment est-ce qu'on facilite les mobilités partagées sur le réseau autoroutier, là où elles sont les plus pertinentes en fonction des usages, pour aller à l'efficace. Du côté de la pénétration du véhicule électrique, donc là encore, on reprend les projections qui sont celles qui sont faites par les pouvoirs publics pour atteindre cet objectif de suppression des émissions du secteur des transports à horizon 2050. Et on s'aperçoit qu'on a besoin d'une pénétration qui soit exponentielle du véhicule électrique, donc dans le scénario de la stratégie nationale bas carbone. Alors, il se trouve que ce scénario-là, il ne nous paraît pas, au moins pour les premières années, irréaliste. L'offre des constructeurs arrive sur le marché, avec une explosion des gammes des constructeurs à partir de cette année. Et puis, alors, je lisais ce matin que la 3e voiture la plus vendue en France au mois de janvier 2020, c'est la Zoé. Alors visiblement, il y a des petits effets de véhicules livrés en retard un peu volontairement, parce que les constructeurs ont des objectifs d'émissions de CO2 moyenne par véhicule qui deviennent extrêmement contraignants à partir de l'année 2020. Et c'est ce pourquoi ils sont très fortement engagés dans ce type de technologie et également dans le déploiement de bornes de recharge par l'intermédiaire de consortiums qu'ils financent, dans un souci de ne pas se retrouver économiquement pénalisés. Aujourd'hui, sur le réseau Vinci Autoroute, on a à peu près 200 points de recharge qui sont en service. Voilà, donc vous voyez sur une carte, donc on a à peu près maillé le réseau de grands transports. Toutefois, il est maillé avec des infrastructures qui sont plutôt des infrastructures dites de charge rapide, mais on est plutôt sur 2 heures que sur la demi-heure. Donc il y a une question de technologie, et puis il y a une deuxième question qui est celle du nombre de bornes de recharge. Donc c'est des sujets qui sont à l'étude, en partenariat notamment avec des opérateurs du secteur énergétique, parce que il y a un enjeu qui est d'amener l'énergie électrique jusqu'au point de recharge. Or, le réseau électrique français et le système de production, dans sa géographie, il n'a pas du tout été pensé pour amener des puissances importantes au niveau des axes routiers. On emmène des puissances importantes au niveau des consommations actuelles, qui sont pour l'essentiel industrielles et résidentielles. Et donc, il y a tout un enjeu autour de la géographie des réseaux et des investissements qui sont à réaliser sur le système électrique pour amener cette énergie. Ça voudrait dire des investissements dans les réseaux, mais on peut penser de manière alternative à des investissements dans de la production, à proximité de ces nouveaux sites de consommation. Production, bien évidemment, à partir de sources renouvelables. On n'envisage pas autre chose. Et ou, en complément, des technologies de stockage d'énergie, parce que si on met du renouvelable, on mettra vraisemblablement du renouvelable fatal, que ce soit du photovoltaïque ou de l'éolien, qui a la bonne propriété de ne pas être produit en même temps qu'il est consommé par des véhicules qui se rechargeraient. C'est en particulier le cas pour l'éolien.
Et donc, si on se projette à horizon 2024, hein, donc c'est très bientôt, c'est dans 4 ans, on a besoin, alors sur le réseau Cofiroute, puisqu'on s'est limité à une partie du réseau pour faire ces projections-là, on passe d'à peu près 100 bornes aujourd'hui sur ce réseau-là à plus 330 nouvelles bornes. Donc dans 4 ans, il faut qu'on quadruple le nombre d'infrastructures de recharge. Et l'horizon de 2030, on multiplie à peu près par un facteur 10. Et donc il y a un enjeu opérationnel très important sur le maillage du territoire en infrastructure de recharge. Donc voilà pour le premier axe. Le deuxième axe, la mobilité partagée, il part du constat que aujourd'hui prendre une voiture pour circuler dans une grande métropole française, c'est soit qu'on aime souffrir, alors il y a une petite partie de la population qui est comme ça, mais c'est clairement pas la majorité, soit qu'on n'a pas le choix. Et si on n'a pas le choix, c'est souvent parce qu'on part d'un point où on se rend à un point où on n'a pas d'autre choix que de s'y rendre en véhicule individuel. Et donc, le constat, c'est que l'intermodalité n'est aujourd'hui pas organisée. Le mode de transport en commun lourd, il est clairement le plus pertinent en centre-ville à tout point de vue. Le véhicule individuel, il est souvent la seule solution quand on est dans les périphéries. Et donc la question, quand on doit effectuer une mobilité de ces sites à un autre, comment est-ce qu'on bascule finalement facilement d'un mode de transport à l'autre? Donc c'est une étude qu'on a réalisée sur 7 métropoles avec comme ambition de favoriser le covoiturage, de favoriser également le report vers des modes de transport en commun sur route, le bus, hein, pour être très concret, et également vers du transport en commun, que ce soit du transport en commun ferré, là où il est pertinent. Alors on a un exemple qui existe, qui n'est pas très loin d'ici, qui est à Brie-sous-Forges. Alors Brie-sous-Forges, je ne sais pas si vous connaissez, mais quand on est là-bas, en fait, on voit des champs en perte de vue. On est en très très grande banlieue parisienne. Alors, c'est d'autant plus vrai que les infrastructures de transport qui passent... On est au sud-ouest, c'est ça, de l'agglomération voilà, dans l'Essonne. C'est d'autant plus vrai que les 2 grandes infrastructures de transport massifs qui passent dans cette zone-là, que sont une autoroute et une ligne TGV, elles sont encaissées par rapport au reste du paysage et donc on ne les aperçoit pas. Elles sont sur le même axe l'une à côté de l'autre. Et elles supportent effectivement d'ores et déjà un trafic important, mais qui est en déconnexion avec le territoire. Pourtant, là-bas, tous les matins, on remplit 2 parkings de véhicules individuels et toutes les 6 minutes, on remplit un bus sur l'autoroute A8. Donc, c'est 2400 trajets jour. On a des débits qui sont équivalents des débits de TER de province à des coûts qui, en infrastructure, sont beaucoup plus faibles. Parce qu'on a réalisé quelques parkings de surface pour que les usagers puissent stationner leurs véhicules personnels. Et une petite infrastructure qu'on voit ici, donc les parkings ils sont sur la gauche. On rentre en haut, on descend en bas. Le bus a une infrastructure qui lui est réservée, qui ne s'ouvre que quand il arrive, donc qui n'est pas accessible aux autres usagers de l'autoroute. La porte palière ne s'ouvre que quand il y a présence d'un bus, pour éviter des problèmes de sécurité. Les gens montent et partent en bus direction Massy-Palaiseau, où ils peuvent après basculer sur une infrastructure de transport ferré en commun lourde de manière assez efficace, avec, juste pour revenir en arrière, une petite partie du trajet qui est d'ores et déjà aujourd'hui en voie réservée et qui assure une fiabilité donc, au transport en commun sur route et donc améliore son attractivité. Et donc ce schéma-là, on peut tout à fait le répliquer de manière assez systématique sur l'ensemble des métropoles du territoire national. Il y a un exemple qui est très intéressant de ce point de vue-là, c'est l'exemple de Madrid, puisque à Madrid, c'est à peu près la moitié de l'agglomération parisienne, à Madrid, Madrid ne s'est pas doté d'un réseau de RER, mais dispose d'un réseau de métro. Et donc pour faire face à ce manque et à faire face à son développement, la ville de Madrid s'est dotée de ce schéma généralisé sur ces grands axes autoroutiers, avec systématiquement des voies réservées et des hubs d'échanges multimodaux, à la fois au départ de type Brie-sous-Forges entre le véhicule individuel et le transport en commun sur route, et à l'arrivée au niveau des terminus de stations de métro où on descend du bus, on prend un escalator et on est sur le quai du métro pour pouvoir poursuivre son trajet jusqu'en centre-ville. Ce système-là, aujourd'hui, il transporte à Madrid 800 000 passagers jour sur une distance moyenne de 17 km.
Ce qui est, enfin, 800 000 passagers jour, c'est l'équivalent de la ligne de RER A, qui est la ligne la plus chargée d'Europe, hein, de ce type. Et ça coûte pas cher. Pourquoi? Parce que l'infrastructure existe déjà, parce que les aménagements à effectuer sont minimes. Et donc on en revient un petit peu à ce qui était mis en avant tout à l'heure, c'est le fait qu'on peut faire d'ores et déjà beaucoup en aménagement à la marge les infrastructures qui existent. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci Blaise pour cette présentation. Peut-être deux questions avant de passer à Camille. Donc, de ce que j'ai compris, c'est ce que vous avez, c'est l'ensemble de ces solutions, c'est ce que vous avez proposé sous un concept qui s'appelle autoroute bas carbone à l'échelle d'un territoire, c'est ça plus... Tout à fait, oui, puisque on cherche à s'allier avec toutes les bonnes volontés. Il se trouve qu'il y en a beaucoup du côté de la région Sud PACA. Et donc, on a conventionné avec la région pour travailler ensemble sur la manière de décliner ce concept sur le territoire de la région, notamment sur les accès aux 3 métropoles régionales. J'avais une autre question sur le covoiturage. Alors là, vous avez présenté des solutions de mobilité plutôt transport public. Le covoiturage, c'est quelque chose dont on entend parler depuis très longtemps. Est-ce que pour vous, c'est une vraie solution à cet enjeu de la transition énergétique pour densifier, pour réduire l'empreinte de... Je récupère vos chiffres parce qu'il faut qu'on passe de 135 millions de tonnes, c'est ça, à 4. Donc ça fait quand même Alors, vu l'enjeu du défi, je pense qu'on ne peut pas négliger la moindre solution qui apporte quelque chose de positif. Le covoiturage en est une. Alors, les chiffres de covoiturage, ils sont un peu tronqués sur le covoiturage courte distance parce qu'en fait, il y a beaucoup de covoiturage courte distance qu'on ne mesure pas. Quand on va tous les jours travailler avec son collègue, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que... on habitait à peu près au même endroit et qu'on avait à peu près les mêmes horaires, en fait, on rentre dans plus aucune statistique. Et puis, si on souscrit une application de covoiturage courte distance, très vite, en fait, avec les quelques personnes qui font les mêmes trajets, on va s'échanger le numéro de téléphone et on ne sera plus dans les stats de l'appli. Ce qui fait qu'il y a sans doute assez peu d'espace économique pour le covoiturage courte distance. En revanche, il y en a un réel qui est pour les plateformes. Pour le covoiturage longue distance, qui est d'ores et déjà un succès. Si je peux me permettre également, il faut savoir, on a porté un projet malheureusement qui n'a pas été retenu avec Vinci Autoroute. Et quand je vous parlais de maillage de territoire et de hub, il y a cette question des stations, des aires d'autoroute. Il y a à la fois l'autoroute qui est qui coupe un territoire au final, mais qui a des aires d'autoroute qui pourraient être ouvertes et devenir en fait une ouverture sur le reste des territoires et devenir aussi des hubs. Et on a porté ce projet-là avec Vinci Autoroute pour justement montrer qu'il y a une capacité à transformer les infrastructures classiques et qu'il y a une vraie réflexion en fait sur la reliance des territoires. Et donc les aires d'autoroute, ça n'a pas été évoqué, mais c'est des points durs en fait qui pourraient permettre justement une porosité et aussi d'être ces espaces de réduction de trajet. C'est vrai dans tous les types de territoires. Je crois que c'est vrai dans les territoires ruraux où il y a une offre de services qui pourrait être portée sur ces infrastructures-là et lutter contre une forme de disparition à la fois d'activités économiques et de services publics ou semi-publics dans certaines zones, dans certains territoires ruraux. C'est aussi vrai en zone urbaine et périurbaine où on voit qu'un certain nombre d'aires de services sont bien positionnés pour devenir des pôles d'échange multimodaux. On travaille actuellement à un projet comme ça avec la métropole de Toulon, dans l'est de l'agglomération toulonnaise, où on a repéré un site qui est très intéressant de ce point de vue-là et on est en train de faire émerger un projet. Merci pour cet échange. Je propose d'écouter Camille Combe. Maintenant, on a vu des projets, des solutions, des innovations technologiques. Alors, vous avez travaillé, je l'ai dit tout à l'heure, sur les sujets de numérique et d'impact sur les villes. Vous avez aussi travaillé sur les sujets de financement. Alors, comment on rend possible tout ça? Comment on finance cette transition? Alors, même s'il y a quelques solutions qui ne coûtent pas cher, de ce que j'ai compris, comment on rend possible l'éventail de ces solutions et de ces projets?
Ouais, c'est généralement, merci Julien, c'est généralement la question qui arrive un peu à la fin, c'est-à-dire qu'on a vu des belles choses, maintenant c'est comment on fait pour les mettre en place. Avant de vraiment parler de cette question, j'aimerais revenir sur les constats et le portrait qui a été brossé par les différents intervenants. Le premier, c'est l'état de la mobilité en France. Amandine le disait, on est sur une mobilité aujourd'hui en France qui n'est pas du tout celle qu'elle est pour la région métropolitaine de Paris. On est dans un cas très particulier à Paris où on a une part modale des transports publics qui est bien plus supérieure à celle de la voiture. À l'inverse, vous allez dans d'autres territoires en France, la voiture demeure le principal, si ce n'est parfois l'unique mode de transport qui est disponible pour les habitants. C'est plus de 90%, c'est ça à peu près, Je crois que c'est entre 70 et 80% sur la part modale de la voiture sur l'ensemble de la France, si on enlève l'Île-de-France. Exactement, et sachant que 68% des trajets domicile-travail sur la voiture individuelle sont des trajets subis. C'est-à-dire que les gens n'ont pas le choix et en plus le subissent et c'est une preuve de stress et de contrainte pour eux et ils aimeraient avoir autre chose. On vous laisse continuer. Donc ça tient à plusieurs choses, ce constat-là. Il tient d'une part, et les derniers chiffres qui sont sortis de l'INSEE sont assez intéressants sur l'état de l'urbanisation en France. Le premier chiffre, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 2 tiers des nouveaux urbains qui s'installent non pas dans le centre de la ville, mais qui s'installent dans l'aire urbaine, mais hors des métropoles et donc hors du périmètre des transports publics. Donc ce qu'on peut considérer, c'est que la nouvelle demande de mobilité de ces nouveaux urbains, elle va être encore absorbée par l'automobile. Et Amandine le disait aussi, on est avec l'automobile, avec un mode qui aujourd'hui est sous-optimisé. J'ai plus le chiffre parce que c'est souvent ville par ville que le calcul est fait, mais on a une majorité de déplacements qui transportent un peu plus d'une personne, mais on n'est pas sur des chiffres fantastiques. À partir de là, on peut se poser la question des solutions. On en a brossé quelques-unes. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a aussi beaucoup de ces déplacements qui, en fait, ce sont des déplacements qui pourraient être réalisés autrement. Mais ils pourraient être réalisés autrement à la condition, bien sûr, de réaliser les aménagements nécessaires pour déjà apporter de la sécurité pour des gens qui voudraient se déplacer en vélo, pour pacifier des trottoirs, tout simplement, pour que les gens puissent se déplacer à pied, et aussi financer des services pour notamment du covoiturage, pour que les gens puissent utiliser le covoiturage comme un véritable mode de transport. À partir de là, on a pléthore de moyens aujourd'hui de financer ces solutions. Est-ce que ce que tu disais, Julien, est intéressant, c'est sur comment rendre possible la transition et comment la financer. Et je pense que c'est vraiment 2 questions aujourd'hui qui se rejoignent et qui sont assez intéressantes. Et je prendrai l'exemple pour ça de la Norvège, où en fait la Norvège a développé maintenant c'est fait depuis les années 90, toute une politique en faveur du développement du véhicule électrique. À partir des années 90, ils se sont dit, nous, notre objectif, c'est d'arrêter la production et surtout la vente de véhicules thermiques. Ils ont un objectif qui est assez ambitieux, c'est-à-dire qu'en 2025, on n'a plus de véhicules thermiques vendus en Norvège. Mais derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent vraiment l'outil fiscal dans cette réflexion et que l'outil fiscal est au centre de cette réflexion et surtout s'associe à toute une politique de mobilité. Je prends quelques exemples. Dès les années 90 et ensuite dans les années 2000, ils ont supprimé la taxe d'exportation sur les véhicules électriques. Ils ont supprimé la taxe annuelle de possession d'un véhicule et je crois que c'est en 2001, ils ont supprimé la TVA sur les véhicules électriques. Moralité, pour vous passer les calculs, aujourd'hui, pour un véhicule équivalent, donc prenons l'exemple d'une Golf, acheter une Golf électrique en Norvège, c'est plus avantageux qu'acheter une Golf thermique. Mais là où la Norvège est un exemple intéressant, c'est qu'ils associent ça à une batterie, je dirais, d'avantages pour les possesseurs du véhicule électrique. Et les possesseurs de véhicules électriques aujourd'hui ont des péages gratuits, peuvent stationner gratuitement dans les parkings, peuvent recharger sur la voirie publique gratuitement leur véhicule. Passer un temps, alors ça a été arrêté parce qu'il y avait des externalités négatives qui n'étaient pas super, mais les véhicules électriques pouvaient prendre les voies prioritaires pour les bus. Après, bien sûr, il y a eu des bouchons et donc on leur a retiré ce droit-là. Donc voilà, il y a vraiment toute cette réflexion
qui a été lancé par la Norvège. Et à côté de ça, bien sûr, toute une réflexion sur la construction d'une infrastructure de recharge qui serait suffisante, parce qu'un des principaux freins aujourd'hui au déploiement du véhicule électrique et à sa pénétration du marché, c'est finalement la peur très humaine, mais de ne pas pouvoir se recharger quand on a une panne de courant, enfin une panne, quand on n'a plus d'électricité dans son véhicule. Je reviens toujours sur la manière dont tu le formulais, c'est comment rendre possible cette transition. Et je pense que la deuxième notion qui est aussi importante sur cette transition, c'est que cette transition, elle ne se décrète pas. Et l'exemple des Gilets jaunes en France l'a montré, c'est qu'on ne peut pas décréter la transition sans embarquer la population et faire aussi comprendre à cette population comment on va travailler là-dessus. Je prendrai pour ça un exemple qui est un exemple outre-Atlantique, qui est celui de l'État de l'Oregon, où là on a un projet qui est bien plus ambitieux que la taxe carbone qui a mis les Gilets jaunes dans la rue. Le projet dans l'Oregon, c'est très simple, c'est de dire, ils partent du constat très simple que les taxes sur les carburants ne vont pas suffire à financer les autoroutes et la voirie urbaine, puisqu'aujourd'hui ça va dans un fonds qui s'appelle le Highway Trust Fund, qui est utilisé pour financer la voirie urbaine, donc aussi des pistes cyclables, des routes, mais aussi des autoroutes. Et avec le développement du véhicule électrique, le fait que la taxe sur les carburants a été gelée dans les années 90, et le fait qu'on a aussi un perfectionnement des véhicules, enfin des motorisations thermiques, on arrive, je dirais, un bout de courbe logarithmique où on a des revenus de cette fuel tax qui commencent à stagner et voire qui vont commencer à diminuer dans les années 2030. Donc, en fait, ils ont fait le constat d'une décorrélation totale entre la manière dont ont été utilisées les routes, parce que les gens roulent toujours plus, roulent autant, et quand ils ont un véhicule électrique, ils roulent même encore plus. Ils ont fait donc du coup le constat de cette décorrélation entre la manière dont ont été utilisées les routes et les revenus qu'ils en tiraient. Et leur projet est très simple, mais compliqué à mettre en place, c'est de dire on va passer à un système où vous allez payer en fonction du nombre de kilomètres que vous parcourez. Et ils sont dans un vrai processus, un processus d'expérimentation qui est très intéressant. C'est très suivi aux États-Unis, ils sont leaders sur le projet. Donc, pour rappel, l'Oregon, c'est un tout petit État, c'est 4 millions d'habitants, c'est Portland, donc c'est très petit par rapport à des États comme la Californie ou New York. Donc ils sont vraiment pionniers sur le sujet et vraiment, je dirais qu'ils sont en train de voir avec la population comment on fait pour faire accepter ce genre de mesures. L'autre élément qui aussi permet, je dirais, de favoriser cette acceptabilité, et ça a été montré par un voisin de l'Oregon qui est l'État de Washington. Donc l'État de Washington, c'est Seattle, juste au nord, où ils sont sur un projet similaire, donc de redevance kilométrique. Et ce qu'ils ont vu, c'est qu'en fait, les habitants, ce qu'ils apprécient, ou en tout cas valorisent dans ce genre de projet, c'est à la fois un phasage dans le temps, c'est-à-dire leur expliquer quand est-ce qu'on va mettre en place les nouvelles taxes, comment ça va être mis en place, qui va être concerné, parce que déjà, ça leur permet de se préparer, et ce qu'il explique en ces termes, c'est-à-dire que les gens font un arbitrage coût-bénéfice. Qu'est-ce que je vais perdre, qu'est-ce que je vais gagner avec cette nouvelle taxe. Et la deuxième chose que l'État de Washington a mis en avant, c'est qu'en fait, l'État peut tout à fait agir sur cet arbitrage et favoriser les bénéfices qui vont être perçus par les habitants. Et ce qu'ils expliquent est très simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'ils vont proposer, ce qu'ils commencent à faire, c'est d'utiliser, donc ça s'appelle du recyclage de taxes, c'est d'utiliser ces taxes, ces redevances kilométriques pour financer des projets locaux. Alors, ce n'est pas les seuls à le faire, je prendrai 2 exemples pour ça. Le premier, c'est l'exemple de New York, où New York, là, très récemment, ça a été voté en novembre dernier. Donc, tous les 5 ans, la MTA, qui est l'autorité organisatrice de transport de New York, vote un budget pluriannuel pour les financements des transports publics. Ce qui a été intéressant cette année, c'est qu'ils ont voté un budget de 51 milliards de dollars pour les transports publics. 51 milliards de dollars, c'est à peu près, en prenant les surcoûts, le coût total de la construction du Grand Paris Express. Donc vous avez un peu une idée de l'effort qui est fourni par New York là-dessus, mais parce qu'ils sont partis du constat que leur transport collectif perdait en fréquentation parce qu'ils étaient moins confortables, c'était plus compliqué, et surtout que vous aviez des nouveaux acteurs, Uber et Lyft, qui arrivaient et qui étaient capables de fournir justement un service confortable et abordable. Donc il y a vraiment cette notion-là de dire, en fait, on va taxer en mettant un péage urbain, parce que New York va mettre en place un péage urbain, mais de dire que derrière ce péage urbain,
Lorsque les gens vont le payer, ils vont payer en fait les transports publics. Et c'est une notion que les économistes et les fiscalistes appellent de double dividende, c'est-à-dire vous avez un premier dividende qui est l'effet direct de la taxe sur, par exemple, la circulation, les émissions, mais derrière, en réinvestissant cette recette, vous avez le deuxième dividende, c'est l'amélioration des transports publics et, je dirais, une meilleure accessibilité de la ville. À Londres, le péage urbain est opéré par Transport for London, qui est l'opérateur, enfin la RATP londonienne. Hein. Ouais, Donc il y a un peu le même schéma à Londres. C'est ça, c'est ce qui est intéressant aussi là-dessus, et merci de faire le relais là-dessus, c'est que l'intérêt de ces démarches-là, c'est vraiment que c'est une autorité organisatrice de mobilité qui va venir gérer le péage urbain et l'opérer, et donc que le péage urbain s'inscrit vraiment dans cette politique de mobilité. Merci Camille. Alors je me tourne vers nos intervenants pour savoir s'ils veulent réagir. Pendant ce temps, on va faire passer un micro. Est-ce que je peux demander dans l'assistance? Alors il y en a un ici. Voilà, donc c'est Yamina qui va officier pour les gens qui ont des questions. Alors règle du jeu, vous vous présentez une question courte. Le but du jeu, c'est d'avoir des échanges et un maximum d'échanges. Peut-être une réaction. Alors, allez-y, Amandine. C'était juste par rapport à l'exemple d'Oslo, pour en revenir récemment. Il y a quand même cette politique de mobilité électrique est à la fois un peu hypocrite et fait beaucoup de disparités sociales. Hypocrite pourquoi? Parce que la Norvège reste un des plus gros, on va dire, voilà, sur le pétrole en mer, etc. Donc c'est facile quand on a les moyens de ensuite dire on part sur de l'électrique pour la santé. Et en termes d'inclusion en centre-ville, j'y étais récemment. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment intéressantes. Donc ce péage urbain, mais il y a un coût derrière qui a fait exploser le foncier. Il y a aussi la Tesla et la nouvelle Rolex. Hein. Vous pouvez passer dans une rue et ne voir que des Tesla. Donc c'est pas des petites voitures électriques, et donc ça reste des Tesla à des dizaines de milliers d'euros. Et voilà. Et donc là, c'est une externalité négative sur une politique d'incitation qui est très intéressante, mais qui peuvent se le permettre grâce à leur exportation de pétrole. En fait, on va polluer ailleurs et puis chez nous, on essaye d'être vertueux. Et il y a aussi vraiment une rupture, en tout cas inclusive et de diversité maintenant au centre-ville d'Oslo, puisque tout le monde ne peut pas se permettre, même avec l'incitation, de pouvoir venir habiter ou se déplacer dans Oslo et venir avec une voiture électrique. Et donc, il y a eu un prix du foncier qui a explosé. Lien avec l'urbanisme aussi. Alors, on va prendre 3 questions très rapides pour pouvoir permettre des échanges. Monsieur. Oui, bonjour, Sylvain Palix. Je dirige une structure qui vient de lancer une application de covoiturage urbain qui s'appelle Quick City. Et notre problème numéro 1, c'est pas tant préparer le projet et le lancer que d'accéder aux élus et de leur faire passer l'idée de moderniser les pratiques de covoiturage en ville. Alors, nous, on a courtisé différents services de la ville de Paris pour aboutir à un résultat zéro. C'est dommage. On nous parle de 320 millions d'euros pour les prochains 6 ans en ce qui concerne le développement du vélo dans Paris. Et le covoiturage urbain tel que nous, on l'a mis en place dans notre application, c'est 0 € d'investissement. Voilà. Donc, on aimerait savoir comment mieux arriver à mêler les initiatives privées et toute la politique verte des élus qui bat son plein en ce moment, en pleine campagne municipale 2020. Une première question sur le covoiturage. Je vais reprendre une deuxième question. Je crois qu'il y avait un doigt qui se levait juste ici, monsieur. Bonsoir, donc David Yang. Moi, je travaille pour un constructeur automobile en tant qu'ingénieur en architecture cockpit. Alors moi, ma question elle porte sur des solutions en fait, sur des façons de se déplacer. On a parlé de covoiturage, on a parlé de mode doux, donc tout ce qui est vélo, marche, de mode lourd, tout ce qui est ferroviaire, métro. Moi, je voulais savoir quel type de solution on pourrait envisager pour se déplacer autrement. À un moment, vous avez évoqué de rapprocher, par exemple, de moins se déplacer ou de se déplacer autrement. Quelles solutions auxquelles vous penseriez là pour l'instant? Voilà. Une troisième question, juste devant. On va faire descendre le micro. Voilà. Et du coup, je vais demander
mes intervenants de préparer leurs réponses. Monsieur. Oui, bonsoir, Lucien Halimi. Je suis membre d'une association qui encourage le vélo, Vélo pour tous. Et donc, très intéressé par ce sujet. Et donc, les idées qui me paraissent très intéressantes, c'est en particulier décentraliser un petit peu les sites de travail pour disons, que les gens se déplacent moins. Deuxièmement, bien sûr, le covoiturage, les nouvelles technologies. Mais j'ai un bémol parce qu'on est en train de se concentrer sur la voiture électrique qui polluerait moins. Mais la voiture électrique demande une batterie, demande de l'électricité. On ne sait pas quel est l'avenir ou très peu de ces batteries qui seront plus utilisées. Le lithium, il n'y en a pas à l'infini. Et deuxièmement, l'électricité, il faut la produire. Et jusqu'à présent, dans beaucoup de pays, l'électricité est produite à partir de fossiles. Donc le fossile, qui dit fossile, dit également émission de gaz carbonique. Est-ce qu'en tout cas, ne serait-ce que pour le transport urbain et les métropoles importantes, il ne serait pas judicieux d'encourager encore plus le vélo. Et on a vu malheureusement, enfin heureusement, à l'occasion de ces mouvements sociaux, qu'énormément de gens ont découvert le vélo et sont très satisfaits et très contents parce que le vélo, c'est la mobilité facile, c'est la liberté et c'est un certain nombre et bénéfique bien sûr pour la santé. Et donc, ce que je me pose comme question, est-ce qu'on n'est pas en train d'envisager des solutions à court terme, alors que sur le moyen et long terme, on retombera sur le même problème. L'électricité, il faut la produire. Les déchets, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont devenir, même si en France, l'électricité est supposée être produite à partir des centrales nucléaires. Les déchets nucléaires, c'est un grand point d'interrogation. Merci. Merci pour ces 3 questions. N'hésitez pas pour le prochain round. Alors peut-être sur la première, comment on embarque les élus? Alors là, c'était sur les sujets de covoiturage, mais peut-être vous à la Fabrique des mobilités, qui êtes ce forum où on a des académiques, des grandes entreprises, des élus. Comment on répond à la question justement de développement? Alors là, ça portait sur le covoiturage urbain, mais je pense qu'on pourrait l'appliquer sur d'autres thématiques. Alors, justement, sur le covoiturage, je vais donner un exemple de ce qu'on a fait avec la Fabrique des mobilités. Il y a plein d'acteurs de covoiturage. Et chacun va voir une ville, une autre ville pour présenter ses solutions, etc. Mais en fait, sur le système des marchés publics et de la façon dont ça se déroule et les DSP qui sont donnés tout un certain nombre d'années, etc., c'est pas aussi facile que ça. En revanche, et là, ça revient avec la question de l'écosystème et des communs. En revanche, quand vous mettez tous les acteurs du covoiturage autour de la table pour construire un standard commun et une façon commune de travailler et qu'on fait le tiers de confiance sur aller voir les élus et mettre en place une API qui soit, vous prenez aujourd'hui l'application Via Navigo, vous avez sur tout le Grand Paris et sur toute l'Île-de-France tous les différents acteurs du covoiturage qui sont intégrés dedans en fonction de là où vous êtes, de là où ça le correspond le mieux, etc. Parce qu'on a réussi à les mettre autour de la table pour discuter ensemble en disant plutôt que chacun parte dans son côté et que se retrouve à des difficultés d'atteindre les élus, en fait, on va le faire ensemble, on fait le standard. On propose, nous, en tant que tiers de confiance, ça, et ça a été intégré dans l'application. Aujourd'hui, vous avez dans les choix de mobilité cette question de covoiturage. Et de aller voir avec des très bonnes solutions les élus, etc., il faut aussi avoir en tête que... en fait, souvent, le monde du transport mobilité ne comprend pas le monde du fonctionnement territorial. Et en fait, c'est pas la mairie de Paris qu'il faut aller voir. C'est le syndicat qui est en charge, c'est la DSP, c'est ce genre de personnes. Et sinon, il faut aller voir des groupements en fait qui vont accélérer et qui vont aider. Et c'est là où ça va faire la différence. Pour atteindre des élus, il faut être en capacité aussi de leur proposer des lieux d'expérimentation en disant on va faire de votre ville un modèle d'expérimentation, on va tester avec vous, avec votre AOM, avec votre AOT, et puis en fonction de ce que ça marche, si ça marche, on développe le business model. Mais c'est une très bonne chose en tout cas de passer
par les collectivités, et notamment de pourquoi, parce que ce qu'on voit notamment sur tout ce qui a été l'ubérification et les trottinettes, vélos, où ça a été un peu on est arrivé puis débrouillez-vous, et en fait les élus ne l'avaient pas anticipé. Il faut aussi comprendre que les territoires et les politiques, c'est pas tous des experts. Et il faut être là pour les accompagner, pour monter aussi en compétences dans leur choix. Parce que si on n'arrive pas à leur faire comprendre de quoi on parle, du sujet, et de les faire monter et de faire de la capacitation avec eux, vous pouvez y aller, vous parlez un langage qui n'est absolument pas commun, qui n'est pas le leur, vous n'avez pas les mêmes préoccupations, et surtout, eux, ils ont un système réglementaire, temporalisé, etc. C'est ce qu'on fait, en tout cas, nous, avec la Fabrique des mobilités, c'est ce qu'on a réussi à faire avec l'ensemble des acteurs du covoiturage. Je vous laisserai discuter, vous aurez un temps d'échange tout à l'heure. Une réaction aussi sur ce point-là, Camille? Ouais, je rebondirais juste sur un point aussi, c'est que sur le sujet covoiturage, on a l'impression qu'il est dans le scope des politiques depuis pas mal d'années, mais c'est un sujet qui est quand même relativement récent. Je crois que c'est TCO Collectivité, donc, qui est l'autorité organisatrice des mobilités à Toulouse, s'était saisie du sujet. Je crois que c'était aux alentours de début 2010. C'était assez récent. Et je pense qu'il y a eu un premier âge du covoiturage qui a été vu, enfin que les collectivités ont vu le covoiturage, qui était de se dire on va créer notre plateforme. Dans la plupart des cas, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une plateforme qui a été créée, qui a vivoté pendant un instant et qui ensuite s'est effondrée et il ne s'est plus rien passé. Et là, la loi d'orientation des mobilités, qui a été votée fin 2019, déjà donne beaucoup plus de compétences aux villes et qui va aussi peut-être permettre un réveil des collectivités sur ces sujets. Je prends un exemple très simple, c'est l'article 15, vous ennuyez pas à lire tout le reste, mais l'article 15 de la LOM sur le covoiturage dit justement que les villes, les maires... La loi d'orientation sur les mobilités. Voilà, c'est ça. Les maires vont pouvoir se saisir et surtout utiliser, banaliser une voie sur un axe structurant pour favoriser le covoiturage et les transports publics. Et là, déjà, on est dans une dimension beaucoup plus complexe, c'est-à-dire qu'avant, on était sur de l'aménagement purement numérique. C'était de dire, vous allez faire votre application, vous allez faire votre service de mobilité, alors que là, on arrive sur déjà des aménagements physiques. C'est aussi ce qu'on a vu sur Brive-sous-Forges, mais qui est là pour du bus, mais on peut aussi l'imaginer sur du covoiturage. Ça se fait sur des parkings de covoiturage. Mais derrière, il y a ces aménagements numériques d'une part, aménagements physiques, et je pense que le temps 3, c'est des aménagements plutôt normatifs, c'est de dire comment on intègre le covoiturage je reviens sur mon sujet de financement, mais dans une véritable tarification des transports collectifs. Et pourquoi aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas considérer le covoiturage comme un moyen de transport, un usage de transport en tant que tel, à part entière, et dire que demain, avec mon pass Navigo ou avec un autre pass, je puisse monter dans une automobile qui est conduite par quelqu'un d'autre. Donc je pense qu'il y a cette jeunesse quand même du sujet du covoiturage pour les maires. Sur les autres questions, peut-être Benjamin, alors est-ce que les solutions technologiques vont vraiment apporter des solutions? Il y avait une question sur le véhicule électrique. Est-ce qu'au final, on ne sait pas une fuite en avant et que d'autres solutions plus modestes, et sur le véhicule électrique en particulier? Pour étendre un petit peu sur ce que tu as dit, mais juste sur le point du véhicule électrique, je pense que personne n'a dit que c'était forcément la réponse à tout. Je suis totalement d'accord, il faut aller à fond sur le vélo, à fond sur la réduction de mobilité, rapprocher les domiciles de travail, etc. Mais une fois qu'on aura fait tout ça et encore plus, il me semble un peu illusoire de penser que la voiture va disparaître. Donc il y a bien un moment, il va falloir qu'on s'occupe quand même de ce qui reste. Et aujourd'hui, le véhicule électrique ou hydrogène sur certains véhicules, c'est la solution la plus intéressante qu'on a. Il ne faut pas négliger l'impact environnemental et dire c'est tout propre, c'est électrique, donc il y a zéro impact. Il y en a un effectivement sur la production des batteries, les métaux qui sont associés, de la même qu'il y en a aussi sur les aimants qu'il y a dans les éoliennes et dans les photovoltaïques, etc. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va arrêter non plus. L'empreinte sur la fabrication du véhicule électrique est plus importante qu'une voiture thermique. Elle est plus faible sur la durée de vie complète du véhicule. Mais par contre, ça s'améliore. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus raisonner à ISO technologie de batterie. Comme j'en parlais un petit peu, et c'était très rapide, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les technologies s'améliorent aussi. Le but est d'avoir des matériaux qui vont être de plus en plus ou recyclables ou en abondance. Les lithium aujourd'hui, il y a encore pas mal de réserves, même si effectivement ça peut poser des questions.
Et par contre, il y avait un point très juste qui est, on ne peut pas penser qu'il suffit du véhicule électrique sans penser au système énergétique qui est derrière. Et de toute façon, la mobilité, le système, la façon dont on organise le travail, tout ça, c'est des systèmes interdépendants et on ne peut pas avoir une approche mono-sujet ou mono-solution. On a la chance en France, c'est qu'on part d'une situation où on a déjà changé un peu le système. Dans les années 70, on a déjà un système électrique qui est déjà en grande partie décarboné. Alors après, malgré tous ces défauts, c'est à cause du nucléaire. Je ne vais pas relancer le sujet parce que là, on pourrait prendre toute la soirée pour en parler. Je ne sais pas si on serait d'accord. Mais en tout cas, on a la chance d'avoir ce mix. Et après, quelle que soit la nature du mix, il faut que les pays qui développent ces véhicules, ensuite, voilà, il ne faut pas les plugger sur du charbon, sinon effectivement, ça ne sert à rien, quoi. Okay. Je me retourne vers la salle s'il y a d'autres questions. Hop, premier rang, on va faire les trois là du coup. Madame, monsieur et madame. Bonsoir, Caroline Ponal du cabinet PMP. J'ai une question pour monsieur Rapior. Vous nous avez présenté l'expérimentation, enfin en tout cas ce qui existe à Brie-sous-Forges. J'ai en tête d'autres choses qui existent chez vos concurrents. On a l'impression en France que ça reste toujours à l'état de projet, d'expérimentation, que ce ne sont pas encore des outils qui sont pris en charge de façon très industrialisée. On ne les voit pas développer de façon intensive par les collectivités. Est-ce que c'est un problème de gouvernance ? Est-ce que c'est un problème de modèle économique ? Ou est-ce qu'il y a d'autres freins qui existent et qui font que les voies réservées ne sont pas encore très, très développées chez nous ? On va prendre les deux autres questions et puis je te laisserai réagir. Il y en avait une, monsieur, je crois, juste là. Alors, le micro se déplace tout seul. Ah, oui, il a été capté, du coup. Monsieur, allez-y. Oui, c'était pas pour moi. Oui, mais allez-y. Oui, du coup, c'est vrai que pour rebondir un petit peu sur ce que disait monsieur, effectivement, on parle beaucoup d'amélioration, de réduction en fait, des émissions de carbone sur pas mal de choses, et on parle assez peu finalement, je trouve en tout cas, des technologies qui seraient des puits de carbone, qui seraient là pour finalement en fait, rattraper le retard acquis pendant des années, parce qu'aujourd'hui, le fait est qu'on va avoir tous les pays des BRICS qui souhaitent avoir le même niveau de confort que nous et qui consomment, qui vont consommer des voitures, et tout l'effort qu'on va faire de notre côté ne vont pas nécessairement être équilibrés du leur par le nombre. On va prendre les deux dernières. Donc il y avait monsieur et madame, comme ça je respecte mon engagement. Bonjour, alors moi je suis chef de projet dans une start-up dans le paiement NFC, donc c'est assez éloigné de la croissance durable. Merci pour vos interventions. Alors ma question elle est assez générale. Est-ce qu'il y a des actions concrètes mises en place entre l'État et les entreprises privées ou un organisme dédié, s'il existe, pour diminuer le nombre de véhicules individuels de manière drastique à Paris, parce que j'ai entendu le Paris Piéton 2030, un projet apparemment à Paris. Donc je voulais savoir si vous avez des informations là-dessus ou un état d'avancement. Voilà. On a une volontaire pour répondre, elle va fournir ses arguments. Et je crois qu'il y avait madame juste là, voilà. Et après on passera à la réponse. Bonsoir Catherine, moi je suis un peu là par hasard parce que je suis très intéressée par le sujet, même si je ne travaille pas dans le domaine. Je suis aussi une ex-utilisatrice de la ligne de bus de Brie-sous-Forges, qui était très efficace, tellement efficace qu'elle a eu plus de succès que ce qui était attendu. Voilà. Ce qui est un peu dommage, c'est que moi je l'utilisais il y a 10 ans et il n'y a pas eu des petits qui ont été faits ailleurs, parce que c'est quand même très efficace. Ma question, c'est, il y a eu une dépêche il y a 15 jours sur Unity, qui dénonçait le fait que, comme c'est une co-entreprise avec de grandes marques allemandes, elle a augmenté ses prix et elle a gardé donc des prix très intéressants pour toutes les grandes marques allemandes que je ne vais pas citer. Mais par contre, pour les voitures Renault, par exemple, ça ne devenait plus du tout intéressant de recharger ces voitures en termes de prix par rapport à une voiture thermique. Donc je voulais savoir, par exemple, sur ce qu'on va déployer sur le réseau Vinci, comment est-ce qu'on peut s'affranchir justement de ce genre de choses qui favorisent malheureusement les grosses voitures. Alors, deux questions pour Blaise. Alors la première, effectivement, Brie-sous-Forges, ça fait une dizaine d'années que ça existe. Pourquoi il n'y a qu'un seul Brie-sous-Forges ? Moi, je trouve que c'est une question très intéressante et qui fait le lien encore beaucoup de questions, parce qu'on est au cœur de problématiques de décision.
de la sphère publique et aussi de... alors le terme schizophrénie serait un peu fort, mais les grandes institutions et souvent l'institution publique ont des connexions synaptiques internes qui sont plus lentes que les connexions synaptiques externes, parce que c'est tellement gros que les gens à l'intérieur se parlent parfois moins vite entre eux que quand on le fait par l'extérieur. Mais c'est vrai aussi des visions qui peuvent être parfois un peu idéologiques sur les questions de mobilité. Alors, nous, on a un opérateur, donc on est plutôt pragmatique et on a envie de faire des projets. Donc on est un peu éloigné de ces visions-là. Mais sur ces sujets-là, il y a des gens qui pensent que la route, c'est sale, donc il ne faut pas y toucher. On veut sauver la planète, donc la route, c'est sale, on n'y touche pas. Donc on ne parle pas de route. Les chiffres officiels, les comptes transport de la nation, hein, vous pouvez aller voir, c'est public sur Internet. La part modale des transports de personnes en France depuis 1990 sont à peu près stables. Et la route, c'est 88%, alors 87-88% en fonction des années. Voilà. Donc la mobilité des personnes en France, c'est un peu moins de 90% la route. Transport terrestre. Les mobilités du quotidien, c'est un peu plus faible, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de courtes distances dans les mobilités du quotidien. On est plutôt sur entre 2 tiers et 3 quarts. Et donc, si on ne traite pas la route, c'était un peu le début de mon propos, hein, si en fait on dit juste la route c'est sale, il faut que ça disparaisse, en fait on ne traitera jamais le problème. À l'inverse, vous avez des gens qui disent de toute façon on est foutu, donc autant faire comme avant, hein, autant pas s'embêter, et donc je vais continuer à faire de la bonne voiture individuelle sur de la route. Bon. Moi je pense qu'il y a un vrai sujet qui doit émerger, qui doit être pris enfin une prise de conscience collective. Et j'ai quand même le sentiment que les jeunes générations vont nous y aider. C'est le fait de dépasser ces oppositions idéologiques qui ne conduisent qu'à l'inaction et de rentrer zut, le problème il est là, comment on fait quoi. Et on a parfois un peu ce problème-là avec les décideurs publics dans la concrétisation de projets qui sont de ce type, type Brissou-Forges, pragmatique, simple. Et efficace. Alors, il y avait une autre question sur les sujets de Vinci Autoroute, c'était Ionity. Donc Ionity, c'est ce consortium de constructeurs automobiles allemands qui souhaitent développer un réseau de charge haute puissance. Et donc il y avait une disparité, on va dire, tarifaire entre ces constructeurs et d'autres constructeurs. Comment on accueille ça chez Vinci Autoroute? Est-ce que du coup le réseau qui était présenté... Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on accueille très, très favorablement. Après, en tant que délégataire de services publics, on a un certain nombre d'obligations qui sont de mettre en concurrence les opérateurs qui souhaitent s'implémenter sur le domaine public, de les sélectionner sur 2 considérations à part égale, au moins égale, c'est le prix des services rendus. Et la deuxième raison, c'est les retombées économiques. Donc nous, l'approche qu'on a toujours adoptée sur ces questions-là, alors sur les bornes de recharge, on ne fait pas payer grand-chose, c'est symbolique, hein, puisque l'occupations du domaine public emportent nécessairement redevance, et donc on ne peut pas mettre à zéro, mais c'est ridicule. On a toujours construit, y compris d'ailleurs sur les carburants fossiles, des redevances d'occupation du domaine qui sont des redevances au volume, pour que nous, on ait des incitations plutôt à tirer les prix vers le bas. Donc c'est un sujet qui, à mon avis, va monter. D'autant plus qu'aujourd'hui, le foisonnement des différents opérateurs de bornes fait qu'on a réussi à construire le réseau de 200 bornes que j'évoquais tout à l'heure. S'il faut multiplier par 10 d'ici 10 ans, on n'y arrivera plus en comptant sur le foisonnement. Donc on a le sentiment qu'il faut plutôt qu'on aille, en tout cas sur les infrastructures autoroutières, hein, c'est différent sur la mobilité courte distance, mais sur les infrastructures autoroutières, il faut vraisemblablement qu'on aille vers des plans nationaux de déploiement, qu'on soit dans une logique beaucoup plus dirigée que ce qu'a permis de faire aujourd'hui le foisonnement des différents opérateurs qui sont présents sur ce secteur-là. Alors Amandine, il y avait une question sur la politique de réduction drastique du véhicule individuel à Paris.
Alors, je ne vais pas parler que sur Paris, mais sur le niveau national. J'avais juste une petite réaction par rapport à ce que vous avez dit sur le fait de la nouvelle génération qui arrive, a envie d'avoir autre chose. Le problème, c'est que la politique d'aujourd'hui, elle est faite par des vieux qui n'ont pas compris et qui ne veulent pas changer. Et donc, de fait, il y a aussi... si, on peut avoir des chiffres, il n'y a pas de problème là-dessus, mais qui n'ont pas envie de changer sur un certain nombre de sujets de société. Et de fait, c'est aussi à eux qu'il faut éduquer et arrêter de toujours mettre tout sur le poids des jeunes générations qui sont prêtes, mais aussi éduquer les décideurs à prendre les bonnes décisions qui répondent en fait au futur de leurs électeurs. Sur la question de est-ce qu'il y a quelque chose public, État, quelque chose qui va se faire, je vais vous parler d'un projet un peu en avant-première qui devrait être sélectionné. Vous connaissez le système des CE, donc des certificats d'économie d'énergie. Jusqu'à maintenant, les certificats d'économie d'énergie, c'était des programmes essentiellement pour tout ce qui était bâtiment, rénovation. Ils ont sorti un appel à projet au niveau de l'État, donc ce qu'on appelle la DGITM, donc c'est tout ce qui est la partie transport, et la DGEC, tout ce qui est la partie énergie de ministère. Et ils ont fait un appel à projet sur des CE appliqués à des solutions de mobilité. C'est comment, en fait, on a des obligataires qui vont financer des projets d'intérêt général sur les questions de mobilité. Ça change, pour une fois, c'est pas le public qui finance du privé pour des solutions privées, mais c'est des privés qui financent des recherches pour l'intérêt général, donc c'est assez intéressant. Et donc on va sortir le compte personnel de mobilité. Le compte personnel de mobilité, c'est comment on incite les gens, parce que c'est bien beau de proposer plein de choses, mais comment on incite les gens à prendre des transports alternatifs et comment on leur finance ça. Ça va être le ticket restaurant de la mobilité, ça va être le compte personnel de formation de la mobilité, ça va être l'équivalent de carte vitale, et avec pour les entreprises, donc permettre aux entreprises de financer ça pour leurs employés, donc pour les déplacements domicile-travail. Il y a aussi le fait de pouvoir le faire par les territoires, où ça peut être les territoires qui vont inciter financièrement, et pas forcément financièrement, ça peut être par du service rendu, et donc après les opérateurs aussi, et travailler avec l'ensemble des opérateurs de mobilité, les OM, tous les opérateurs de masse, etc., où en fait on viendrait mettre la brique supplémentaire entre l'usager et tous ces opérateurs, et en plus sachant que ce sera open source, ce sera réutilisable avec des API donc intégrés à tout le monde, et avec tous les acteurs autour de la table pour créer une brique supplémentaire, une marque blanche, un standard, de façon à ce que ça soit pareil pour tout le monde, plutôt que chacun travaille encore une fois de son côté. Et ça fait partie des solutions qui vont être possibles, où on va pouvoir pas rendre Paris piéton complètement en 2030, parce que là encore, n'oublions pas les questions d'inclusivité, et il y a des gens qui sont en problème de mobilité réduite, ou les handicaps, ou en plus on voit sur la démographie française où il y a quand même la silver economy derrière, et donc il faut y penser. Donc tout le monde ne pourra pas marcher ou prendre son vélo, et ça c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. En revanche, sur tout ce qui est les déplacements du quotidien, de la réduction de la voiture drastique, ça va être de l'incitation financière, où on va un peu comme ce qui avait été imaginé sur l'île, si on vous paye pour ne pas prendre votre voiture. Et ça, c'est avec État, c'est avec des entreprises, avec tous les opérateurs, ça va être avec même des producteurs bien connus de gaz à effet de serre, où on va récupérer leur argent pour faire en sorte de réduire ça. Mais c'est un impact environnemental et social, et oui, ça existe, et oui, c'est en cours. Comme on parlait du covoiturage et de la loi L'Homme,
on a sorti, grâce à la Fabrique des mobilités et à beta.gouv, la preuve de covoiturage. C'est comment, jusqu'à maintenant, en fait, il y avait des incitations pour l'indemnité kilométrique du vélo, qui n'est pas obligatoire dans la loi LOM, malheureusement, mais qui est une incitation. Le fait, dans les entreprises, de payer 50% des abonnements de trajet en transport en commun, là, ce sera aussi une incitation financière ou de serviciel pour faire ça. Et comme on sort aujourd'hui la preuve de covoiturage, qui est là aussi un standard français et futurement européen pour que les entreprises remboursent ou financent le covoiturage grâce à cette preuve-là. Donc en gros, c'est Total qui fait de la compensation carbone en finançant la mobilité bas carbone, c'est ça? D'accord. Okay. On a eu une partie du scoop. Pour comprendre comment ça marche sur les CEE, c'est il y a des réglementations où ils sont obligés, les plus gros producteurs de CO2 doivent compenser leur production, et donc ça s'appelle des obligés. Et pour ça, en fait, un espèce de marché du carbone, et ils doivent donner un équivalent d'argent sur le CO2 produit pour le réinvestir. Et donc, on leur pique l'argent complètement pour faire autre chose. Cool. Justement, sur les sujets de compensation, il y avait une question sur les émissions puits, négatives. sur les puits, voilà. Ouais, Alors, comment on voit ça rapidement. D'ailleurs, on aura une partie là-dessus dans le Emerging Trade 5 qu'on va publier avec Léonard. On en parle un petit peu dans le rapport qu'on a publié l'année dernière sur goodtechlab.io, mais pour en répondre très rapidement, ce que tu dis en fait, ce que je pense que j'ai compris dans ton message, c'est le fait que aujourd'hui dans tous les scénarios du GIEC, que ce soit pour 1,5 ou 2 degrés, même les plus optimistes incluent tous une part d'émissions négatives. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de réduire suffisamment rapidement les émissions pour arriver à être neutre en carbone en 2050 sans une part plus ou moins importante d'émissions négatives. La question, c'est comment on va les produire, ces émissions négatives. Aujourd'hui, ce qu'on sait faire, c'est les solutions naturelles, donc la restauration d'écosystèmes, la reforestation, capter du carbone dans les sols. Même à grande échelle, ça va faire une part, mais ce ne sera pas suffisant. Il y aura besoin de solutions techniques en plus, donc que ce soit la capture et réutilisation du CO2, que ce soit des solutions hybrides à base de biochar, qui est en fait du charbon de bois, de la biomasse qu'on va brûler et qu'on va mettre dans le sol comme un amendement agricole, par exemple. Enfin, il y a plein de choses. Je ne rentre pas dans le détail des solutions, mais on va en avoir besoin beaucoup. Ce n'était pas le sujet de ce soir. Mais en tout cas, ce sera dans le... Donc on regardera ça dans le rapport qui sera publié. On peut en parler autour début mars. Du cocktail avec plaisir. On va prendre 2 dernières questions et après vous pourrez échanger avec nos intervenants autour d'un verre. Alors il y a madame et monsieur. Je suis désolé, du coup le doigt s'est levé trop tard. Il y a madame là-bas, juste voilà. Alors c'est plus une réflexion qu'une question. Mais courte du coup, même si c'est une réflexion. C'est simplement que le bâtiment, que ce soit le logement ou l'entreprise, n'a pas du tout été évoqué comme une source de transition de la mobilité. Or, aujourd'hui, il y a des exemples qui fonctionnent. Alors moi, par exemple, l'entreprise dans laquelle je travaille couvre 100% de la mobilité électrique de l'ensemble des salariés, que ce soit professionnels ou personnels. 15 vélos électriques, 5 scooters, 3 voitures, ne serait-ce que par la production des panneaux qui sont sur l'entreprise. Donc on roule avec le soleil d'hier. Et puis il y a aussi l'habitat. Aujourd'hui, il faut savoir en France, alors dans les pays étrangers, je ne sais pas, mais les plans locaux d'urbanisme qui régissent la construction de logements collectifs prévoient un nombre de places de stationnement pour les logements. Donc on n'est clairement pas dans la décroissance de la voiture individuelle induite par les logements eux-mêmes. Et il y a des exemples, par exemple en Suède, à Malmö, où ils ont réussi à tordre le cou à la réglementation pour ne pas avoir de parking et pour développer un modèle d'habitat qui se fait sur le vélo, bien sûr, on est en Suède, où du coup, il y a toute une flotte de vélos avec des gabarits différents pour faire vos courses, pour amener les enfants à l'école par groupe de 4 ou 5. On ne parle pas de vélos individuels, ça commence à être des gros véhicules, avec des logements qui sont construits avec un monte-charge pour que le vélo avec lequel vous faites vos courses, qui est partagé dans le logement avec l'ensemble du collectif, aille jusqu'à votre appartement, avec un gabarit de porte qui permet que le véhicule rentre aussi à l'intérieur. Donc voilà, l'habitat et l'entreprise,
Voilà. D'accord. Alors, je vais prendre la question tout à fait en haut, à l'avant-dernier rang, et ça me permet de réagir à votre réflexion pour vous dire que le 3 mars, on aura une table ronde sur les sujets de la construction et de l'habitat. Et je vous invite à nous rejoindre et je vous invite collectivement à venir à cet événement. Monsieur, pour la dernière question. Quels sont les leviers dont on ne parle pas au regard de changement d'habitude pour réduire le stress et l'impact négatif de nos déplacements, comme par exemple l'ouverture des magasins sur la nuit ou sur le week-end, et qui pourrait éventuellement étirer le stress sur les transports en commun ou véhicules? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des leviers comme ça qu'on n'évoque pas et qui pourraient permettre de changer notre fonctionnement? Alors, sur les leviers plutôt comportementaux, alors je pense qu'il y avait une réaction là sur la première, le micro juste là, Amandine, et puis après Camille pour le mot de la fin. Alors, moi, j'avais une sur la réflexion comme je l'ai dit, après c'était pas le sujet, mais je l'ai dit, hein, c'est une question de réflexion systémique et de fait le bâtiment en fait partie. Ce que vous avez dit sur le PLU, en revanche, il faut savoir qu'en France, on a déjà évolué là-dessus grâce à la loi Allure et les obligations de un parking et demi par logement ont été réduits et voire supprimés, ou on peut les supprimer complètement du logement en les mettant en extérieur ou en mettant du stationnement alternatif. Donc le PLU est un levier, est un outil très important. Et ça existe déjà en France. Il y a un certain nombre de communes et sur des nouveaux quartiers où ça a été fait. Donc sur la Norvège, oui, mais pas que. Là-dessus, en France, c'est déjà, on est en dérogation et c'est déjà tout à fait possible. Et sur la question, voilà, en fait, on parle des formes urbaines. Il y a aussi toute une réflexion de comment on réfléchit aux formes urbaines qui vont être liées à la mobilité. C'est ce que je disais en début, hein, dans mon introduction. On ne peut pas prendre le transport, la mobilité en termes propres et en sujets propres. C'est toute une approche systémique globale, comme pour la question sur les usages qui est faite également, sur la question de l'éducation et sur la question de déconstruction en fait de la pensée de la mobilité qu'on a depuis bientôt plus d'une centaine d'années et il y a du travail dessus. Pour les deux dernières réflexions à ma droite, Blaise et Camille. L'évolution des usages, je crois qu'elle, enfin voilà, c'est un problème social global. On voit quand même des évolutions fortes hein, dans le domaine de la mobilité qui, à mon avis, n'étaient pas du tout anticipées il y a une dizaine d'années. Alors que ce soit par exemple le développement du vélo en ville, qui est quand même quelque chose qui n'était pas du tout attendu, alors que c'est devenu un mode de transport très régulier. Le covoiturage et le rapport aussi au véhicule individuel. Enfin, un véhicule individuel automobile, 90% de son temps, il ne sert pas. Et en fait, on vient de découvrir ça très récemment, alors que ça fait un siècle qu'on a des automobiles. Quand même se dire que déjà, on peut se mettre, quand il y a 4 sièges, on pourrait se mettre à 3 ou 4 dedans. Et puis, plutôt que de le laisser garer 90% du temps, peut-être qu'on peut le prêter ou le partager d'une manière ou d'une autre. Donc les évolutions d'usage, on les sent quand même poindre. Alors après, effectivement, ça reste du comportement individuel et c'est difficile de les décréter a priori. Camille, ça sera le mot de la fin. Et sur cette dernière question, sur les effets de la mobilité, notamment automobile, sur à la fois le stress, l'anxiété, sur la pollution, même sur la congestion des réseaux, je prendrai 2 exemples. Alors le premier, Amandine en a parlé de manière rapide sur ce que Lille avait expérimenté sur le péage urbain positif, où en fait il y avait une subvention qui était versée aux automobilistes pour ne pas se déplacer ou pour se déplacer hors de certains horaires, hors des pics. Alors c'est quelque chose qui est beaucoup fait dans le domaine de l'électricité, ça s'appelle de l'effacement, c'est-à-dire qu'on va essayer d'étaler le pic de demande dans le temps, que les gens se déplacent avant ou après. Mais je prendrai un autre exemple, c'est celui de Singapour qui est peut-être le plus intéressant. Singapour, bon, globalement, c'est une île qui fait à peu près la taille de la métropole du Grand Paris, donc on est sur un territoire qui est contraint. Vous avez 12% du territoire de Singapour qui est occupé par la route, et si vous ajoutez les parkings à ça, vous avez 16% du territoire qui est occupé par la voiture. Donc en gros, il y a un vrai objectif de la part de la cité-État de Singapour de contraindre l'automobile sur le territoire.
Mais derrière, ce qu'ils ont fait, c'est que donc déjà, il y a un péage urbain qui est en place et un péage urbain qui est incitatif, c'est-à-dire que plutôt désincitatif de se déplacer lors des pointes, mais lorsque vous vous déplacez avant une certaine heure, vous ne payez pas le péage urbain. Si vous vous déplacez hors de l'heure de pointe, vous ne payez pas le péage urbain. Grâce à ça, en fait, ils sont en mesure d'étaler un peu le trafic. Et aujourd'hui, on avait dédié une étude à la Fabrique de la Cité sur cette thématique de la congestion. Aujourd'hui, à Singapour, vous avez 10 heures de bouchons par Singapourien par an. À Paris, on est les chiffres de l'INRIX de 2017, c'était 70, et là, ils ont changé de méthode, mais on est à 220 par Parisien. Donc, autant vous dire que Singapour, vous pouvez y aller, vous n'aurez jamais de bouchons. Mais là où c'est encore plus intéressant, c'est qu'ils appliquent ça aussi au transport collectif, parce que la congestion sur la route, on la connaît. Elle est ennuyante, mais généralement les gens sont seuls dans leur voiture, ont l'autoradio, donc c'est plus simple à vivre. Il y a une congestion dont on ne parle pas vraiment, mais c'est la congestion des transports collectifs, on la connaît. Alors pour ceux qui prendraient la ligne 13, vous la connaissez parfaitement. Mais ben voilà, les transports collectifs aussi connaissent des épisodes de pic de demande où c'est compliqué de se déplacer, ou en tout cas c'est pas hyper évident, et ça baisse aussi l'attractivité de ces réseaux. J'en parlais tout à l'heure sur New York, c'est exactement ce qui se passe. On a des réseaux qui sont sursaturés et une qualité de service qui est en chute libre. Bah, Singapour fait ça aussi, c'est-à-dire que votre ticket de métro, de bus, son prix est dynamique dans le temps. Donc si vous voyagez hors des heures de pointe, vous allez payer moins. Et voilà. C'est aussi voilà. Ouais. Bon, voilà. Mais c'est une manière d'utiliser aussi le prix finalement, qui est quelque chose qu'on a assez vite, en tout cas en France, abandonné au profit des abonnements, parce que l'abonnement est beaucoup plus pratique aussi pour l'opérateur, ça lui permet d'avoir un revenu stable, mais le prix, c'est aussi un moyen de jouer sur ses comportements et d'éviter certaines des externalités négatives, notamment les embouteillages ou tout simplement la surpopulation dans les transports collectifs. Le mot final pour les comportements. Merci à tous pour votre participation, pour ces questions. Merci à nos intervenants. Je pense qu'on peut les applaudir. Quelques derniers mots pour vous dire que vous pouvez retrouver l'intégralité de cet échange et ceux d'avant et ceux d'après en vous abonnant à notre newsletter sur le site leonard.vinci.com. On a mentionné plusieurs contenus un peu plus approfondis et vous pouvez les retrouver sur les sites des personnes qui sont intervenues. Le Good Tech Lab pour Benjamin, la fabrique des mobilités.fr pour Amandine. La Fabrique des Mobilités et surtout le wiki de la Fabrique des Mobilités. Le wiki de la Fabrique des Mobilités. Vous pouvez tous vous inscrire dessus et faire créer vos propres ressources. Et contribuer. Voilà. Vinci Autoroute pour Blaise, la Fabrique de la Cité pour Camille. Nous retrouvons, si vous le souhaitez, pour aborder le sujet de la construction et du bâti le 3 mars à la même heure, au même endroit. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à vous tous.